Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va se demander si on peut comparer les époques, mais avant de démarrer, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de QBasket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, on vous a fait dernièrement un podcast sur l'évolution du scouting, qui était un espèce de regard dans le temps et sur l'ensemble de la NBA pour voir comment avait évolué cet aspect-là de la gestion des équipes NBA. Et on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de continuer à vous proposer ces podcasts qui mettent un peu en comparaison le passé avec le présent et qui aident à comprendre un peu tout ce qui se passe. Et on est décidé d'en vous en faire un sur l'évolution de jeu et surtout autour de la question, mais on va revenir dans le détail dessus, est-ce qu'on peut vraiment comparer les époques et pourquoi surtout il est compliqué de comparer les époques. Et donc, comme pour le podcast sur le scouting, on est avec Jérém. Salut Jérém, comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien. Un petit peu hâte de faire ce sujet qu'on avait en tête depuis un petit moment. Donc content d'être là, ouais. Alors, on va être clair, hein, c'est quand même largement toi qui l'as préparé. C'est toi qui voulais qu'on puisse en discuter. Donc, on va pouvoir aller un peu dans le détail de tout ça. Peut-être juste avant qu'on démarre, je ne sais pas exactement quand on va le publier, parce qu'aujourd'hui, on est le 22 octobre pour tout vous dire, mais c'est un podcast un peu intemporel. Bon, c'est le retour de la NBA, c'est le retour aussi pour Cui. Euh, Même si on n'a pas vraiment lâché pendant l'été, mais en tout cas, c'est le retour à l'actu. Comment tu la sens cette saison? Est-ce que tu as un peu envie de la suivre? Alors j'ai très envie de la suivre, déjà parce que alors on n'a pas fait de podcast sur les Nuggets cet été et pendant l'intersaison parce que j'ai senti que vous en aviez un peu marre de parler des Nuggets, ce que je peux comprendre. Mais donc ouais, du coup déjà en tant que fan de Denver, ouais, j'ai très hâte de voir la nouvelle mouture de l'équipe et puis sinon, bah, ouais, il y a eu une intersaison avec pas dire que ça a été une énorme intersaison, mais il y a quand même des équipes qui sont intrigantes. Donc ouais, moi je suis toujours hypé pour les reprises. Je trouve que c'est une bonne période, quoi. Est-ce que la première week, c'est pas une des meilleures semaines de la saison, la première saison, là. La première semaine, pardon. Je crois que c'est comme le premier tour des playoffs, il y a une énergie et tu sens que tout le monde est branché en même temps, et tu sais que effectivement ça va s'éroder avec les semaines qui avancent. De la même manière que tu sais qu'avec les tours de playoffs qui avancent, il y a de plus en plus de gens qui vont se dire: «Bah tiens, je suivais cette équipe-là, maintenant je lâche». Donc je pense que c'est ouais, les 2 sont vrais, et c'est logique en soi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On va en tout cas bien profiter cette première semaine pour bien regarder les équipes, commencer à se faire un premier avis. Puis, on va pas se mentir, il y avait hier soir Houston OKC et Lakers Warriors. Un peu comme un petit drogué, ça faisait quand même du bien de retrouver des vrais matchs compétitifs de NBA, même si on a adoré l'Eurobasket. Et bon, moi, j'ai rien su. Je sais pas si toi, t'as regardé la pré-saison, mais moi, j'ai absolument rien suivi de la pré-saison. Non. Ouais, moi, Ouais, c'est ouais. pas mon truc non plus. On avait d'autres chats à fouetter. Et donc, notamment, la préparation de ce podcast sur la comparaison entre les époques. Peut-être, Jérém, avant qu'on démarre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où t'es venue cette idée et pourquoi t'as eu envie de parler de tout ça? Ouais, en fait, ça vient du fait, je pense que, enfin, mine de rien, QBasket, le truc a commencé il y a presque 10 ans maintenant. Alors, c'est la 9e saison, je crois qu'on démarre et en fait, je me suis dit: «J'ai jamais parlé du sujet j'ai jamais fait de sujet sur la comparaison des générations», alors que c'est un sujet qui revient tout le temps et qui, des fois m'attire, des fois m'agace et je me suis toujours dit que de toute façon, c'était un peu vain et que c'était impossible, parce que c'est quand même extrêmement compliqué de comparer des gens qui ont joué 50 ans, 60 ans d'écart et en fait, il m'est venu l'idée de prendre le contre-pied avec, alors à la base, c'était un article et finalement ça devient un podcast, mais en se disant: «Bah, en fait, est-ce qu'il faudrait pas plutôt que de comparer les joueurs de générations différentes, comparer les époques pour éventuellement se permettre après de comparer les joueurs?» et en fait, j'ai repris tous les éléments qui me semblent être contextuels et environnementaux, donc autour du jeu, qui, selon moi, en fait, ont plus d'importance que les joueurs eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a eu, peut-être au moment de l'ouverture de QBasket, la décennie d'avant était une décennie et les temps d'avant où on adorait comparer les joueurs intergénérations, on va dire, entre les générations.
Alors que, tu vois, moi, mon avis personnel, c'est que c'est un truc qui a pas trop de sens. Et il y a eu cette mode d'énormément le faire et j'ai l'impression que depuis quelques années, ça s'est un peu perdu. Cette mode de vouloir comparer les gens entre générations. Dans beaucoup de sports, on parle de plus en plus de, le joueur le plus dominant de sa génération, bien plus que de dire, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais c'est vrai que on s'est dit qu'il y avait pas d'éléments qui permet de l'objectiver et de comprendre, en fait, pourquoi on ne peut pas comparer les générations et d'alimenter, du coup, ce débat ou peut-être, à l'inverse, de se rendre compte qu'en fait, il y a des éléments pour les comparer, mais qu'il faut les mettre en contexte pour essayer de le comprendre, quoi. Ouais. Et en fait, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup moins de contenus qui tendent, à être dans ce comparatif permanent et à y vouloir essayer de faire primer une génération sur l'autre. Mais il y a quand même eu une tendance, par exemple, je crois que c'était courant d'année dernière, qui venait un peu de TikTok où d'habitude on avait un peu, tu sais, des générations qui avaient connu les années 80-90, qui étaient dans une forme de nostalgie et nostalgie un petit peu négative des fois de, «Ah ouais, non, mais c'était mieux avant». Et là, il y a eu une sorte de retour de flamme de genre, on montre des images d'avant et on dit: «Bah, c'était quoi cette génération?» Je pense que dans les 2 cas, il y a un côté un peu délétère et pas très agréable dans le débat. Mais là, l'idée, c'était plutôt de reprendre des éléments vraiment de contexte et de dire: «Bah, regardez, est-ce qu'objectivement» et après, c'est critiquable dans tous les cas, hein, mais est-ce qu'objectivement, on peut qualifier ces générations-là, par la forme de jeu, par les règles, par le CBA, par énormément d'éléments qui constituent, en fait, le niveau de la ligue et la manière dont la ligue se comporte? Ouais, parce que peut-être qu'effectivement, à la fin, on pourrait se dire qu'en fait, il y a des comparaisons possibles ou à l'inverse qu'il y en a pas. On va, je pense, pouvoir aller un peu dans le détail pour expliquer, comment on a réparti les différentes parties pour justement essayer de comprendre quels étaient les éléments impactants. Mais peut-être avant qu'on présente cet élément-là, est-ce que toi, au travers de tes recherches, tu t'es dit, il y a quand même 5, 6 générations qui se dégagent ou 3 grands temps, tu sais, on aime bien distinguer peut-être 4 grands temps, l'époque Bill Russell, Will Chamberlain, l'époque Magic, Larry Bird, même si Kareem est un peu entre les deux, après l'époque Jordan, et bah, c'est compliqué en fait, on n'arrive jamais vraiment à déterminer les générations. Est-ce que toi, tu as réussi à en déterminer ou est-ce qu'à l'inverse, tu t'es rendu compte qu'en fait, ça a pas de pertinence, quoi? Mon ressenti, après avoir passé quand même, pas mal de temps à préparer ce sujet, c'est qu'il y a en fait, il y a 3 périodes, qui sont pour moi clés et vraiment toutes très, très différentes. C'est, on va dire, une période qui serait, qui durerait 20 ans, voire 25 ans, qui serait entre le début des années 50 et la fin des années 60, voire le milieu des années 70 et qui, s'oppose un peu à une génération qui serait plutôt, les années alors je dirais à partir de 88 jusqu'à 2005 pour moi. Qui serait là une période qui durerait un peu moins de 20 ans et qui, commencerait peut-être un peu avec, le jeu très dur des Detroit Pistons, et qui s'arrêterait avec, finalement l'arrivée de Mike D'Antoni et des Suns de Nash, qui je pense a ouvert une autre période de transition et puis la période moderne qui est la période on va dire, pour moi de 2015 à aujourd'hui, et qui est encore en cours et qu'il y a 2 générations qui font le lien entre ces grosses évolutions du jeu et de l'environnement du jeu qui serait du milieu des années 70 à la fin des années 80 et du milieu des années 2000 à 2015, donc en gros 2 périodes qui durent 10-12 ans, qui sont, ouais, des périodes qui vraiment font le lien. Donc pour moi, il y en a 3 et il y a 2 entre 2 quoi. Et est-ce que tu as l'impression, on va l'aborder dans le détail, que c'est des joueurs qui viennent changer les périodes ou que c'est la ligue qui a un mouvement de fond qui fait changer les joueurs? Qui fait changer, pardon, le jeu? Concrètement, moi, c'est mon impression et c'est pour ça que j'ai proposé ce sujet et en fait, en faisant les recherches, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais trouver forcément d'autres gens qui l'ont abordé de cette manière» et le truc que je trouvais très cool avec, ce podcast, c'est que j'ai pas vraiment trouvé de gens qui en parlaient comme ça. C'est que pour moi, au lieu de dire ce qu'on dit toujours, c'est que c'est les joueurs qui font les tendances, pour moi, les joueurs sont le résultat, des volontés de la ligue, des évolutions de la ligue et du jeu. Et donc c'est vraiment ça, moi, dont j'avais envie de parler, plutôt que de mettre en avant les joueurs. Pour moi, les joueurs sont le fruit de leur époque et en fait, comparer les joueurs, c'est presque un peu vain en mon sens. Même si ça peut être la finalité effectivement de ce travail-là, en amont, si tu fais pas ce travail de comprendre d'où ils viennent et de quand, ils émergent, tu peux pas vraiment les comparer, en fait. Permettra au fur et à mesure du podcast aussi de parler des différentes époques et des Et différents voilà. jeux, un peu comme on l'avait fait sur le scouting et d'avancer en ce sens. Du coup, si on présente un peu les différentes parties, l'idée c'était de se dire, dans un premier temps, on va partir plutôt autour des règles, c'est-à-dire quelle évolution des règles et quelles ont été les évolutions marquantes au niveau des règles et qui ont eu un impact sur le jeu. Et on va aller un peu dans le détail de tout ça et quels sont un peu avec les courants tactiques, enfin ce que les règles ont permis comme essor autour d'éléments tactiques. Ensuite, dans un deuxième temps, on reviendra plutôt sur l'aspect,
compétitivité. On rentrera un peu dans le détail de ce qu'on peut appeler être l'aspect compétitivité et de comment, en fait, on regarde le jeu et comment le jeu a évolué en lui-même, donc au-delà des règles. Et on terminera aussi, parce que c'est un élément assez important et nous on le voit beaucoup là depuis, 2-3 ans, par l'évolution du CBA, qui est là vraiment, on va dire, la vue, structurante, de la composition des équipes. Et qui permet d'avoir une vue complète. Donc l'idée, c'est de se dire, on a 3 gros angles de vue: règles, compétitivité, CBA. Donc réglementation, terrain et manager, general manager un peu. C'est un peu ça les 3 Ouais. les 3 grands courants, quoi. En fait, à la base, dans ma tête, c'était effectivement en 4 parties, c'est-à-dire que je pensais que les 3 parties atterriraient à une partie, finalement, le jeu, comment il s'est structuré et en fait, je me suis rendu compte que c'était impossible de parler des règles sans parler du jeu. Mais ce qui était assez marrant, c'est qu'en fait, on pourrait se dire: «Bah, tiens, chaque fois qu'une règle arrive, elle a donc, heu, pour, on va dire, conséquence immédiate de changer le jeu». Sauf qu'en fait, ce que je me suis rendu compte en préparant le podcast, c'est il y a des règles qui ont un impact immédiat et il y a des règles qui, des fois, vont être installées à une période et en fait, il va falloir que la compréhension du jeu change pour que vraiment on arrive à exploiter ces règles. Et peut-être un exemple qu'on peut avoir pour des gens, par exemple, qui jouent à des jeux vidéo, c'est que, par exemple, dans des jeux vidéo qui sont compétitifs, quand, il y a une nouvelle mécanique qui est mise en place ou un nouvel équilibrage qui est mis en place, on se dit souvent: «Ça va changer tout de suite», mais en fait, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent, ces nouvelles mécaniques et qui arrivent à les exploiter pour qu'en fait ça ait un impact et souvent ça a un impact des mois ou des années après et c'est un petit peu la même chose pour le jeu, sauf que pour la NBA des fois, en mon sens, il y a des règles qui sont arrivées par exemple en 80 qui ont eu un vrai impact 20 ou 30 ans plus tard. Donc c'est là-dessus De la que même je voulais façon arriver. qu'on l'avait dit pour le scouting, où quand il y a un changement autour du jeu, il faut aussi un peu de temps pour que les joueurs arrivent et qu'ils correspondent à ce changement-là. Exactement. Et donc, il y a un peu un effet effectivement, bombe à retardement. Et bah, du coup, Jérém, ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on parte par le premier, enfin, tout de suite dans le vif du sujet, comme si on était rentré direct dans le vif du sujet, alors que ça fait déjà 10 minutes qu'on parle, et qu'on parte, directement sur l'aspect règle, avec peut-être la première règle qui est structurant pour le jeu, qui est la règle essentielle de ce qu'est le basket et ce qui en fait un jeu de somme nulle, c'est l'introduction des 24 secondes. Exactement. Donc en fait, la NBA, elle commence au milieu, des années 40 et assez rapidement, il y a une problématique qui se pose, du côté de la ligue, c'est que les équipes, en réalité, jouent déjà très vite et ça d'ailleurs, c'est un truc qui va être très, marquant dans l'analyse qu'on va faire et que certaines personnes vont peut-être découvrir. C'est que, le basket tel que nous on le voit aujourd'hui et que des fois on a tendance à trouver très rapide et très tourné sur la transition est beaucoup plus lent que le basket des années 50, 60, voire des années 80. Hem et en fait, même si le jeu est rapide, les scores sont assez bas parce que, les joueurs quand, enfin les équipes d'ailleurs, quand elles voient qu'elles commencent à mener, assez largement, vu qu'il n'y a pas en fait de limite de temps sur les possessions, elles commencent à considérablement ralentir le match en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui clairement de l'anti-jeu, hein, en conservant la balle. Et donc pour moi, c'est vrai que c'est la i alors pour bien comprendre l'idée, hein, c'est qu'au début, je me suis dit: «On va faire une présentation de toutes les règles, qui ont été mis en place», mais en fait, il y en a des centaines, donc l'idée, c'est d'en garder 3 qui pour moi ont vraiment eu un impact. Donc pour moi, la première c'est ça là, c'est qu'on commence à mettre 24 secondes de possession offensive et on arrive effectivement à, un produit qui est complètement différent et c'est pour moi la première règle qui va considérablement, changer le jeu. Effectivement, pour moi, les joueurs sont effectivement le fruit de leur époque parce que ce qu'on remarque, c'est que au début des années 50, quand cette règle est mise en place, on a à peu près, 105 possessions par match. On monte, dès l'introduction de cette règle à 115 possessions par match. Aujourd'hui, hein, l'année dernière, l'équipe qui avait le pace le plus élevé en NBA, c'était les Grizzlies qui en avaient 103 par exemple pour comparer. Et en fait, on va arriver à un rendu qui est quand même particulièrement impressionnant et qui pour moi est la première grande différence aussi quand on veut comparer, des joueurs des autres époques. C'est qu'on regarde souvent ce qu'on appelle un peu la préhistoire de la NBA, hein, cette période. Ce truc de dire: «Oui, mais les statistiques de l'époque, elles sont complètement dingues» et en fait, une des explications, outre le fait que les joueurs jouaient en fait, les joueurs majeurs jouaient 48 minutes, sur les 48 minutes possibles d'un match, c'est que, bah, en fait, les équipes tiraient à une vitesse complètement dingue et que, vu que tout le jeu était à l'intérieur, bah, ça explique pourquoi Will Chamberlain était Will Chamberlain, par exemple. Toi, je sais pas si, déjà, effectivement, qu'est-ce que tu pensais de cette période-là, en fait, initialement? Bah, ce qui est certain, c'est que comme beaucoup de monde, je l'ai jamais vu. Donc c'est compliqué d'en penser quelque chose, mais en tout cas, ce que tu peux effectivement regarder, c'est que
Alors, il y a un élément qui est un élément de jeu et un élément qui est un élément de règle. Premier élément de règle, tu as raison et de ce qui est induit par les règles, c'est le nombre de possessions avec l'arrivée des 24 secondes et donc quand tu passes d'un match où tu as 80 tirs dans le match à un match où tu en as 100, c'est autant de chances supplémentaires, de pouvoir, marquer plus de points. Et le deuxième élément, c'est effectivement l'élément du jeu où on comprend bien qu'à part les Celtics qui étaient un peu les seuls à avoir compris l'intérêt de répartir un petit peu l'effort pour maximiser le résultat, tu avais surtout beaucoup d'équipes qui ne répartissaient pas l'effort. Et tu te concentrais beaucoup sur le joueur qui était le plus fort et la pensée dominante, c'était de se dire: «Bah, on va donner un maximum de ballons au joueur le plus fort». Seuls les Celtics étaient dans une approche un peu différente en répartissant l'effort. Donc c'est surtout ça, moi, que je retiens, tu vois, de cette période-là. Et du coup, en fait, moi, ce que je trouvais vraiment très intéressant, c'était, une première introduction à pourquoi aujourd'hui, quand, on a des contenus qui parlent effectivement de comparer les époques, on essaie d'expliquer que il faut toujours contextualiser les stats, mais il faut aussi toujours ramener les stats, en fait, à une moyenne commune. Cette habitude qu'on a de dire il faut ramener les statistiques à 100 possessions pour être capable, en fait, de comprendre l'impact réel d'un joueur et l'impact, même le jeu réel d'une équipe, ça vient en partie de là. C'est que le pic qu'on va connaître, hein, dans les années 60, c'est que on va monter jusqu'à 130 possessions par match, de moyenne, hein, pour la ligue. Donc ce qui veut dire que, par exemple, on joue 1,3 possessions de plus qu'aujourd'hui, qu'on considère comme être, en tout cas, quand on considère le basket moderne, on le considère comme plus rapide. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que sur l'histoire de la NBA, on vit une des périodes les plus lentes en termes de pace. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un élément qu'on a rarement en tête, pour le coup, cette, hyper accélération de jeu dans les années 60 et qui forcément est assez structurante et c'est vrai que ça je trouve que ça introduit un peu aussi l'idée qu'on va voir plutôt autour des années 2000 avec Mike D'Antoni, mais que l'introduction des 24 secondes, elle vient aussi redécouper le temps du jeu différemment. On a pour beaucoup vu le jeu par les 24 secondes, mais tu as des coachs qui après l'ont découpé par les 14 secondes, d'autres par les 8 secondes comme Mike D'Antoni, pour justement se dire: «J'ai plus ou moins d'espace dans lesquels il est intéressant d'accélérer le jeu», mais ça vient un peu plus tard là, pour le coup, on n'est pas dans les années 60, hein. Oui, mais en soi, en fait, peut-être qu'aussi ce qu'il faut voir avec cette idée de Mike D'Antoni, c'est que ça a été présenté comme une idée révolutionnaire alors qu'il a juste réintroduit une idée qui avait été complètement perdue de vue pendant, on va dire, une dizaine d'années. Mais avant ça, en fait, la pace que proposaient, par exemple, les Suns, dans les années 2000, était, beaucoup plus lente que l'essentiel de la pace dans l'histoire de la NBA. Et le fait, effectivement, de pouvoir avoir jusqu'à 130-140 possessions pour certaines équipes par match, prouve bien qu'effectivement, on considérait le basket autrement et que les statistiques, par exemple, brutes de l'époque sont effectivement, complètement dingues pour une raison, quoi. Ce qui est d'ailleurs, assez compliqué à conceptualiser. Enfin, je veux dire être à 130 possessions par match, ça paraît un peu délirant, quoi. Enfin, je sais pas à quoi le jeu pouvait vraiment ressembler pour qu'on en arrive dans ces extrêmes-là, quoi. C'est ça. Surtout que effectivement, vu que le jeu faisait la part belle uniquement, aux intérieurs, ça faisait a priori des extérieurs que des personnes qui étaient là juste pour remonter la balle et après devenaient complètement, gadget dans le jeu des équipes, quoi. Donc c'est vrai que, ça contextualise une époque et d'ailleurs, c'est assez étrange de se dire qu'à l'époque, on trouve pas beaucoup de passeurs de très, très haut volume parce qu'effectivement, le basket ne ressemblait pas du tout à ce qu'il allait devenir, 10 ou 15 ans après, quoi. Non, par contre, ce qu'on a, c'est des rebondeurs de très, très haut volume C'est ça. et ce qui peut peut-être, laisser à penser qu'un bon bout de l'explosion de ces possessions est aussi dû à un énorme volume de rebonds offensifs, pris et de retentatives, suite au rebond offensif pour le coup, quoi. Moi, je me suis dit: «OK, les» par exemple, si on prend Will Chamberlain, en saison rookie, Will Chamberlain, donc pour 46 minutes par match, il tourne à presque 38 points et 27 rebonds. Mais en fait, quand tu le contextualises au nombre de possessions de l'époque, par exemple, tu sais, on se dit souvent que Will Chamberlain, c'était Shaq avant Shaq. Et moi, ça me gêne toujours un peu parce que je pense pas que Will Chamberlain, du peu d'images qu'on a, était aussi impressionnant physiquement que Shaquille O'Neal. Et surtout, par exemple, ces 27 rebonds par match, qui sont d'ailleurs un pic, hein, c'est à peu près, c'est là où il a piqué sur l'ensemble de sa carrière. Quand tu regardes le nombre de possessions de l'époque, finalement, tu te dis qu'un Dennis Rodman, dans les années 90 qui tournait à 18 rebonds par match, alors qu'il y avait pour le coup la pace la plus faible de l'histoire de la ligue, hein. Là, on était plutôt autour des 88 possessions par match. Bah, finalement, c'est beaucoup plus impressionnant. Ben, soit si tu veux comparer, tu vois, des joueurs, en prendre 18 en 88 possessions, en étant en plus Ça pas fait 25 physiquement, de au possession en niveau. moins à peu près, C'est voire ça. un peu plus, ouais, 25-30 de possession en moins, donc forcément, c'est assez important et à cela, tu as raison, il faut rajouter le fait, du temps de jeu.
pour le et coup, c'est ça. qui est assez important. Donc premier Et c'est élément en tout cas, l'élément autour, des 24 secondes. ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur cet élément, premier élément sur les 24 secondes? Non, non, mais je trouve que c'était une bonne introduction à cette idée, on va dire, un peu générale de, bah, il faut relativiser la période et moi, ce qui en ressort, c'est qu'effectivement, bah, les stats bruts de cette époque, faut bien comprendre que, on peut pas les prendre pour argent comptant et que quand tu ramènes, comme tu disais, au temps de jeu et à des périodes avec une pace beaucoup plus faible, finalement, bah, ça remet un petit peu en question aussi, la position que peuvent avoir certains joueurs dans ces catégories-là et les 50 points de moyenne ou les 27 rebonds de moyenne, quoi. Deuxième élément Ouais, sur, les règles qui là va venir nous structurer vraiment la façon dont on conçoit le jeu. ouais. C'est la En fait, multiplication des profils défensifs et des profils de défense et le fait qu'on accepte d'introduire de nouveaux types de défense. oui, c'est ça. En fait, alors là, on est pour moi, on est dans vraiment dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on disait qu'il y a des règles qui vont avoir un impact immédiat comme les 24 secondes. Là, pour moi, ça là, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce qui se passe, donc dans au tout début de la NBA? C'est que les prises à 2 sont autorisées, mais très, très rapidement, 2 choses vont être un petit peu retirées comment dire? Des possibilités, on va dire, défensives des équipes. La première, c'est les prises à 2. Ce qui est, plutôt avantageux à cette époque-là parce que vu que, c'est uniquement des intérieurs qui dominent, le fait d'interdire les prises à 2 notamment, dans toute autre position que le poste bas, ça permet aux joueurs de prendre position et donc ça permet, on va dire, d'avoir un jeu qui est relativement productif. Et puis l'autre chose qui va être enlevée, alors celle-là, ça va être par petits bouts, mais quand même, tout au long de l'histoire de l'NBA, c'est la défense en zone, en fait. Qui sont pour moi 2 éléments qui sont assez structurants dans une défense et qui explique notamment pourquoi la ligue, à un moment donné, donc par exemple dans les années, 70-80, quand il va commencer à y avoir une émergence de stars qui sont autre chose que des intérieurs, mais plutôt des arrières ou des ailiers, bah, ça va devenir une ligue qui est considérée comme une ligue, de 1 contre 1. Et ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple quand elle va être réintroduite, donc c'est en 2001, ça va avoir un impact relatif, mais j'ai l'impression, par exemple, que c'est peut-être l'année dernière qu'on a vu le plus gros impact de cette réintroduction, de la prise à 2 ou de la défense en zone, quoi. Ouais, en fait, effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous aviez le droit de faire des prises à 2. Ce que vous aviez surtout pas le droit de faire pendant longtemps, c'était d'être dans un entre-deux. C'est-à-dire que vous aviez soit le droit de faire des prises à 2 qui étaient très franches, soit vous deviez rester sur votre joueur. Et nous, ce qu'on a beaucoup vu avec le développement notamment de la défense de zone qui est 2001 ou 2004, je sais plus exactement l'année. C'est dominant, ouais. C'est 2001, OK, avec la défense de zone, c'est le fait de pouvoir flotter et donc de réduire les espaces. Et donc en fait, vous passez d'un jeu où en fait les choses sont assez binaires, c'est je de l'espace où j'en ai pas du tout, à un jeu où on est dans de la nuance. De temps en temps j'en ai, de temps en temps je pense que j'en ai, mais j'en ai pas. Et clairement, sur effectivement les prises à 2, là on est sur un impact, immédiat, mais sur la zone, tu as complètement raison. Je pense que là on a eu un effet bombe à retardement et tu as eu quelques coachs qui ont senti le truc un peu tôt. Si vous avez regardé le match entre OKC et le Thunder, hier ou entre les Warriors et les Lakers, on est à 80 sur une défense qui est une forme de zone ou de zone match-up, quoi. Donc on finalement, on ne voit que 20 ans plus tard arriver les défenses qu'on voyait pour le coup depuis très longtemps en Europe d'ailleurs, hein. Pour le coup, ces zone match-up. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est aussi, que les règles, elles ont aussi pour but de permettre des fois de développer certaines choses. Donc à la base, par exemple, quand on autorise les prises à 2 queues au poste bas, c'est pour se dire: «OK, tous les joueurs dominants sont des intérieurs, donc il faut quand même qu'il y ait une arme pour les défendre. Par contre, toute autre forme de défense de ce type-là est interdite» et puis après, on va un peu manipuler les règles pour permettre à d'autres types de stars de voir le jour et que ce soit pas uniquement des intérieurs qui dominent le jeu et puis du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, quand ça va se produire, on va se demander comment on peut reprendre certaines choses à ces nouvelles stars et là, je pense par exemple effectivement à, la première grande, rivalité qui va relancer la NBA qui est un peu le Larry Magic Johnson où là, on a d'un coup un ailier et un meneur qui sont les stars de leur équipe, et puis effet d'aubaine, il y a Michael Jordan qui arrive et là, du coup, on a peut-être, le premier freak athlétique sur les lignes extérieures qui va vraiment dominer la ligue et en fait, à la fin du cycle Michael Jordan, on se dit: OK, en fait, il faut peut-être permettre, à aux défenses d'avoir quelque chose pour les arrêter en premier lieu, quoi et donc, heu, je trouvais que c'était une règle qui était vraiment intéressante parce que à l'inverse, les défenses en stunt qu'on a vues l'année dernière, je trouve que c'est la meilleure illustration de comment utiliser la réintroduction, croissante
à la fois la défense en zone, mais aussi des prises à 2 et du côté un peu effectivement libre sur la défense, qui va changer le jeu peut-être 15 ou 20 ans après, quoi. Ouais, donc finalement, sur cette double règle, on comprend que la règle de la prise à 2, elle évolue de manière un peu bizarre, pendant 40 ans, mais finalement, on a toujours plus ou moins eu le droit de la faire. Ce qu'on avait pour le coup pas le droit de faire, c'était la zone et donc et tout cet aspect-là et probablement que, par exemple, tu prends l'exemple de Jordan que, c'est pas dit que Jordan dans les années 80 à la fin des années 80, il est défendu comme il est défendu par les Pistons sur ce jeu très physique et très prise à 2. Peut-être qu'aujourd'hui on prendrait autre chose parce qu'on voudrait pas concéder autant par ailleurs et qu'on y a le droit et donc forcément le type d'opposition est pas la même. Plus on donne d'armes à la défense, plus il est difficile pour l'attaquant de se mettre en valeur. Et d'ailleurs, D'options, c'est enfin d'options, ouais. un truc intéressant, c'est que, par exemple, quand les anciennes générations qui parlent du basket actuel, souvent, elles bloquent sur le hand-checking. C'est-à-dire, en fait, le fait de ne plus pouvoir, mettre ses mains soit sur les hanches du défenseur, soit, faire un peu barrage sur le dribble du défenseur pour vraiment gêner, le porteur de balle, comme effectivement quelque chose qu'on a enlevé à la défense. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que au moment où, on a décidé de réintroduire la défense en 2001, Michael Jordan s'était opposé. Donc il avait été interrogé sur effectivement la pertinence ou pas, de la réintroduire et c'est lui-même qui avait dit: «S'il y avait eu des défenses en zone dans ma génération, je n'aurais pas fait la carrière que j'ai pu faire». Sous-entendu en fait que, lui, son accès libre au cercle qu'il avait aurait été beaucoup plus compliqué et ce qui est marrant, c'est que ça n'a pas empêché les générations, on va dire, qui ont évolué dans les années 2000 de jouer un petit peu comme lui avec ce côté vraiment énorme porteur de ballon. Mais là, je trouve qu'on est en train de voir face à des Shai Gilgeous-Alexander, bah, une réponse qui est, le stunt ou, l'utilisation extensive de la défense en zone, qui pour le coup sont assez gênantes en fait. On l'a vu en playoff, c'est une vraie limitation. Donc, finalement, il y a une tendance un peu de va-et-vient, de volonté de chercher l'équilibre, qui est par exemple, effectivement, on a réduit le hand-checking et on a progressivement essayé, tu vois, de créer des no charge zones par exemple. C'est-à-dire de protéger les joueurs quand ils sont dans la finition, dans la restricted area, d'éviter les contacts pour éviter les blessures. Mais à l'inverse, bah, effectivement, on a rendu aux défenses cette flexibilité qu'elles n'avaient pas en fait pendant une très longue période de l'histoire de la NBA, quoi. C'était, je crois, Ray Allen qui expliquait, mais j'ai un doute sur le fait que ce soit Ray Allen, mais qui expliquait, on dit beaucoup qu'on renforce l'attaque, mais qu'on se rend pas compte à quel point on a rajouté des choses à la défense, en fait, sur les 20 dernières années et que c'est monumental tout ce qu'on a rajouté comme possibilité à la défense et donc c'est un peu un balancier pour le coup et conséquence d'ailleurs de l'évolution de ce type de règles, c'est quelles sont du coup les qualités valorisées ou quelles sont les compétences qui prennent en valeur, quelles sont les compétences qui perdent en valeur. À partir du moment où les aides et les zones sont plus intéressantes, peut sembler que la compétence de playmaking, elle monte parce que les choix sont plus difficiles. Ce qui nous dit peut-être que, bah, la qualité de passe de Nikola Jokic, s'il avait été à l'époque de Shaquille O'Neal, elle aurait peut-être moins été mise en valeur. À l'inverse, il aurait peut-être été demandé à Shaquille O'Neal aujourd'hui d'être un meilleur passeur pour pouvoir contrer, ces éléments-là. Exactement et c'est là que je pense que c'est très intéressant d'ailleurs ce que tu dis, c'est que, on a tendance, par exemple, quand on compare les générations, à voir les joueurs dans la version qu'ils étaient il y a 30 ou 40 ans comme leur version définitive. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est un des éléments que je voulais mettre en avant, c'est que les joueurs sont le fruit de leur époque, plus que l'inverse, plus que l'époque est le fruit des stars d'une génération et probablement que Michael Jordan peut-être n'aurait pas fait des saisons à 37-38 points, de moyenne au scoring, mais peut-être qu'il aurait beaucoup plus utilisé ses qualités de passeur et qu'on aurait beaucoup plus vu Michael Jordan comme un joueur all-around. Et d'ailleurs, les périodes où il était un petit peu vexé, qu'on le traite un peu de ball hog, généralement, il se mettait à faire du playmaking, un peu comme on l'a vu avec Kobe. Et c'était un passeur, pas un manipulateur de défense, mais c'était un passeur qui utilisait très bien les décalages qu'il créait. Et donc, effectivement, voir, on va dire, les joueurs dans la version, par exemple, qu'ils étaient il y a 30 ans, comme ce qui serait aujourd'hui, ben, en fait, c'est assez compliqué. Je pense que c'est la plupart du temps très faux, quoi. Ouais, je pense que d'ailleurs dans ce qu'essayent d'être les joueurs, il y a une double dynamique. Il y a la dynamique effectivement liée aux règles, il y a aussi la dynamique liée à ce qu'on attend de la star à ce moment-là. Je pense enfin, ça m'arrive de prendre du coup pour ça l'exemple de LeBron James. Quand LeBron arrive en NBA, on le décrit clairement comme un passeur. On compare beaucoup à Magic Johnson parce qu'en fait, les joueurs sont dans des cases et les stars sont spécialisées. Et lui, en fait, on se rend compte au bout d'un moment que ça sert à rien de le spécialiser, qu'il faut plutôt ouvrir et qu'il faut plutôt aller voir ailleurs et enfin aller voir dans d'autres domaines. Et donc, et là, pour le coup, c'est LeBron qui change le profil pour le coup des stars. Et de la même façon, quelques années plus tard, quand c'est Kevin Durant, il essaye de se mettre dans ce moule-là de playmaker, c'est pas son truc.
et puis il trouve une espèce de forme ultime dans une équipe où il a pas du tout besoin d'être un playmaker. Enfin, tu vois? Il y a des va je pense que c'est quand même des vases communicants entre, les règles, l'époque et le joueur aussi lui-même qui change l'époque, tu vois? Et un exemple, qui est récent, je pense qu'il était pas de l'année dernière, mais d'il y a 2 ans, c'était Joel Embiid qui était critiqué par certains intérieurs, pareil d'il y a 30-40 ans, et je sais plus exactement qui c'était, mais qui disait en gros, ouais, il a abandonné le jeu poste bas parce qu'il s'était mis à faire beaucoup de jeux face au panier, quoi. Et en fait, il avait répondu, et je suis pas un grand fan d'Embiid, mais j'avais trouvé sa réponse très juste, c'est que en fait, les joueurs qui me critiquent, s'ils jouaient aujourd'hui, ils joueraient comme moi. Parce que c'est ça aujourd'hui, en fait, la méta, et c'est ça dont on a besoin pour produire à très haut niveau comme on le fait. Et je pense que c'est très juste, c'est que, par exemple, un mec comme Joel Embiid était tout à fait taillé pour jouer dans des générations passées, mais le fait qu'il joue beaucoup face au panier, ou même qu'il joue au large, bah, en fait, c'est, un besoin actuel pour rester, entre guillemets «relevant», quoi. Oui et puis tu as des mouvements aussi qui sont effectivement, eux-mêmes alors on commence à parler de jeu un peu, mais qui sont eux-mêmes dans l'époque dans laquelle ils vivent. C'est que parfois, tu as un joueur qui va ouvrir des possibilités. Nikola Jokic, par son jeu de passe, au bout d'un moment, le coach se dit: «Oh, il y a peut-être mieux à faire que de le mettre près du cercle pour exploiter ça». Il le fait, ça ouvre une voie. Tu te dis: «Mais en fait, quand tu libères la raquette avec un intérieur passeur, bah, ça ouvre les cuts, ce qui est hyper intéressant, donc c'est peut-être intéressant de le faire». On le voit aussi dernièrement avec la multiplication des jeux à 3 dans l'axe. Ce qu'on appelle beaucoup les Spain pick and roll et toutes les variantes qu'ils ont, qui forcent aussi les intérieurs à sortir de la raquette et là, du coup, c'est pour les intérieurs défenseurs que c'est beaucoup plus dur, de rester dans la raquette et donc d'avoir l'impact de contre. C'est pour ça d'ailleurs que quand on voit Victor, aller taper les 3 contres par match ou les plus de 3 contres, on est vraiment impressionné alors que certains pourraient dire: «Oui, mais si vous regardez Hakim, il faisait plus». Oui, mais en fait, le truc, c'est que le jeu l'a sorti de la raquette, il arrive quand même à le faire. Enfin, voilà, c'est des vases communicants qu'il faut aller un peu dans le détail pour comprendre, ces éléments-là, quoi. Je suis clairement d'accord. En fait, moi, je pense que, souvent, quand on voit un joueur comme LeBron avec son côté un peu all-around, alors qu'on attendait plutôt un scoreur d'une superstar, l'exemple de Jokic que tu donnes, c'est qu'en fait, souvent, il y a des joueurs qui ont ressemblé à ce joueur-là 5, 10, 15 ans avant, mais il y a un joueur qui est suffisamment fort ou une équipe qui profite suffisamment bien, en fait, de ces qualités-là, pour que tout le monde se mette à le copier. Par exemple, tu vois, moi, je me souviens de ce côté jeu au poste haut à la Jokic. Andrew Bogut le faisait, par exemple aux C'était un Warriors. bel accent, c'était un bel accent. Oui, je sais pas ce que j'ai fait là. Par exemple pour LeBron, il y a eu Grant Hill avant, tu vois? Qui était aussi quand même, une sorte d'ailier à tout faire, qui était un bon passeur et un bon playmaker, et je pense que en fait, c'est quand il arrive un joueur très, très fort comme ça, que tout le monde se met à copier, et l'exemple d'ailleurs, ça m'emmène je pense au troisième exemple qui était pour moi l'introduction de la ligne à 3 points, qui pour moi est une révolution qui vienne pas à la base des Warriors, mais qui a été validée par les Warriors de Steve Kerr. Petit quiz pour toi. À ton avis, à com pour tu le perçois comment Shaquille O'Neal en tant que défenseur? Un bon défenseur dans son prime, Ouais, on n'est pas du tout sur une on n'est référence, pas on est sur une d'accord, hein? référence, ouais. Pas entre, je dirais entre 3,7 et 4,5? Alors quand même pas, il est à Non? 3,5 contres par OK. match. À ton avis, Victor Wembanyama dans sa saison rookie, il est à combien de contres par match? Je pense que dans les mêmes eaux, il doit être un peu plus, mais Il est à 3,6. ouais, voilà, ouais, Alors OK. que tu es sur des protecteurs de cercle qui n'ont absolument rien à voir en termes de qualité de protection de cercle et ça effectivement, c'est le fruit du jeu et d'ailleurs, Shaquille O'Neal, quand tu regardes les stats un peu dans le détail, dès les années 2000, il descend autour des 2 contres par match. Donc lui aussi subit l'évolution de la ligue sur 7-8 ans, qui l'éloigne du cercle défensivement. Bon, même si c'est sans commune mesure avec maintenant, mais qui déjà commence à l'éloigner du cercle, quoi, pour le coup. Mais c'est Donc marrant parce que, effectivement. tu vois, on parle souvent du fait que, la période moderne met en avant les attaquants et permet des fois des attaquants qui sont sûrement moins forts que ceux de notre génération d'avoir des «volumes» entre guillemets, de scoring, équivalents ou supérieurs à ceux de générations précédentes. On parle pas du fait que les défenseurs par contre sont vraiment floués dans, on va dire la déflation, statistique qu'il y a eu, quoi. Ouais, ouais, bien sûr et donc tu nous dis que le dernier élément, pour aller un peu dans le détail de cet élément, c'est donc le tir à 3 points où là, on a présenté premier élément, impact direct les 24 secondes. Deuxième élément qui est un peu entre l'impact direct et un peu la bombe à retardement, c'est, les défenses de zone et la multiplication des types de défense et là, tu as le tir à 3 points qui est ouvert très, très tôt, pour le coup, dans l'histoire de Mmh. la NBA, mais qui n'a un impact que très tard.
Ouais, en fait, le tir à 3 points, il commence dans la saison 1979-1980 et alors je sais pas si tu as, la fiche que je t'ai envoyée sous le nez, mais est-ce que du coup, oui, du coup, je te fais pas un quiz sur combien OK. Je regarde à peine. Dis-moi parce que franchement Non, mais je en regarde sans fait, regarder. c'était quoi la moyenne NBA de tirs à 3 points par match la première saison où ça a été introduit? Ouais, mais ça j'ai plus ou moins vu, on est en dessous des 10. On est à autour des entre 6 et 7 je pense. Alors c'est beaucoup moins, c'est 2,3 par match, par 2,3 équipe. OK. Et en fait, je me suis dit: «OK, la première équipe» alors à l'époque, quand la ligne à 3 points arrive, hein, les déclarations que tu vois, c'est beaucoup de coachs qui disent que c'est un gadget et que, ça n'aura pas spécialement d'impact sur le jeu et il y a très peu d'équipes qui, l'utilisent, réellement et je me suis dit: «Mais 5-6 ans après, forcément, il va y avoir une belle croissance». Pour la saison 1985-1986, on est passé de alors c'était 2,8 par match à 3,3 par match de moyenne par équipe et l'équipe qui en tirait le plus, c'était, les San Diego Clippers à 6,6. Donc pour dire que vraiment c'était très peu utilisé et en fait, le 3 points, c'est ce qui est à l'origine de la plus grosse révolution du jeu, clairement, hein. C'est le moment où on comprend, dans les milieux des années 2010 que ça va étirer les défenses, ça va augmenter l'efficacité de toutes les autres zones, qu'en fait, ça change complètement la géométrie du jeu et ce qui est marrant, c'est que en fait, quand tu regardes, l'évolution. C'est peut-être juste pour corriger, c'est peut-être la plus grosse révolution du jeu des 15-20 dernières années parce que quand tu reprends ce que tu as dit sur les 24 secondes, tu nous évoques quand même des moments où on est à 130 positions par seconde ou 15 ans plus tard, on descend, enfin pas de moitié mais quasiment donc c'est quand même des évolutions du jeu qui sont hyper structurantes. Ouais, j'entends, mais je trouve que c'est, on va dire, une révolution dans la manière de comprendre le jeu, en tout cas, qui pour moi est sans équivalent. Après, effectivement, dans la forme du jeu, oui, effectivement, peut-être que c'est un peu excessif comme manière de le présenter. Mais enfin, toujours est-il que, finalement, quand tu regardes, il va y avoir une augmentation croissante et la seule période où il y a une vraie inflation soudaine de l'utilisation du tir à 3 points, c'est dans la période au milieu des années 90 où ils rapprochent la ligne à 3 points, chose sur laquelle la NBA va très vite revenir en arrière et donc finalement, oui, c'est à partir des années 2000 qu'on commence à voir une évolution et pour moi, le gros de l'évolution, il vient pas en 2015, mais il vient avec l'arrivée des analytics, donc l'arrivée du «moneyball» entre guillemets et notamment, celui qui incarne ça, c'était Daryl Morey déjà à l'époque, qui aux Houston Rockets, en fait, essayait de pousser à l'utilisation du tir à 3 points et effectivement, cette révolution-là va finir par exploser parce que Steve Kerr va, coacher une équipe menée par Stephen Curry et Klay Thompson et que là, tout le monde va se dire: «En fait, ça marche». Oui, parce que souvent, quand on discute de l'évolution du jeu, de plus en plus on accepte collectivement que le début de la révolution, c'est, Mike D'Antoni. Mais Mike D'Antoni, certes, il tire plus de 3 points, mais la vraie révolution de Mike D'Antoni, c'est l'idée de comprendre qu'attaquer les possessions tôt, ça a plus de valeur que les attaquer tard. Le 3 points, il y en a un peu plus, mais ils sont pas non plus dans une volonté d'étirer le jeu. Ils sont surtout dans une volonté d'aller vite dans leurs attaques et d'attaquer la défense avant qu'elle soit en place. Quand on lit un peu, ce que dit Mike D'Antoni à cette époque-là, il sent un truc autour du 3 points, mais le truc vraiment sur lequel il est matrixé, c'est attaquer vite. Lui, c'est attaquer vite. Alors après, par contre, il y a un truc, il y a un podcast qu'il a fait il y a peut-être, je sais pas, quelques années avec Ben Taylor, donc de Thinking Basketball, où, Ben Taylor lui demandait s'il savait quelle était la différence statistique de toutes les équipes qu'il reprenait entre l'année avant lui et l'année où il débarque et en fait, c'est que systématiquement, les équipes de Mike D'Antoni prennent 10 tirs à 3 points de plus par match que l'année précédente. Mmh mh. Et donc lui, il disait qu'effectivement, il sentait, à l'époque, des Suns qu'il y avait quelque chose avec le tir à 3 points qui changeait la géométrie du jeu, mais que par contre, il avait jamais osé en abuser comme les Warriors et que c'est probablement la plus grande erreur qu'il ait faite dans sa carrière de pas comprendre à quel point, en fait, ça allait faciliter tout le reste du jeu. Mais là où par contre je trouve que c'est très intéressant, c'est justement de se dire que cette règle qui a été introduite par la NBA pour permettre en fait de mettre en avant les joueurs extérieurs et d'apporter une variété dans le jeu plus importante, en fait, elle a vraiment impacté considérablement le jeu que au moins 30 ans plus tard, quoi. Oui et ce que tu dis, c'est quand arrive l'époque des analytiques où en gros, le cœur des analytiques, c'est de compter combien vaut un tir et on va commencer à réfléchir non pas en termes de capacité à rentrer des paniers, donc juste en termes de pourcentage absolu, mais plutôt de se dire: «Quand je mets 3 points, ça a plus de valeur que quand je mets 2 points et donc si je suis à 40 à 3 points, ça a plus de valeur que si je suis à 50 à 2 points». C'est ça en fait, le changement, hein, sur les analytiques, C'est ça, si c'est on ça et l'exprime très même là, rapidement. tu vois, avec cette compréhension-là, faut quand même se rendre compte qu'à l'époque où ça arrive, alors bon, c'est du détail par rapport à notre sujet, mais que en fait, pendant à peu près 3 ans,
les coachs vont pas comprendre que, la principale force du tir à 3 points, c'est d'améliorer, la rentabilité dans la raquette et il faudra attendre Mike Budenholzer pour en fait avoir une équipe qui dit que la meilleure réponse à cette inflation du tir à 3 points, c'est de cadenasser la raquette. Et du coup, là encore, ça va retransformer le jeu qui avait déjà changé de manière, absolument, enfin, c'était hyper rapide entre 2015 et 2018, quoi. Et d'ailleurs, on reviendra peut-être dessus, mais une des particularités du jeu des dernières années, c'est à quel point les choses rechangent vite. Il y a une accélération des mouvements qui est vraiment Exact, impressionnante ces dernières années, quoi. OK, donc sur les règles, parce qu'on est déjà à 40 minutes de podcast, donc sur les règles, mais ça nous a permis de parler de jeu. 3 éléments importants, les 24 secondes, les différents types de défense et le tir à 3 points, avec des choses qui ont un impact plus ou moins direct et qui comprennent eux-mêmes à l'intérieur des c'est certaines ça, formes de modification. Ça, exactement. c'est le premier élément qu'on voulait regarder autour des règles. Il y en a d'autres, Il y en a plein heu, d'autres. il y en a plein d'autres, mais c'est compliqué après de rentrer dedans, hem, Bah, dans le surtout qu'on détail. n'a Mais pas est-ce ton qu'il y en cœur, a une quoi. où tu te dis vraiment qui est vraiment importante? Pour moi, les 3, on va dire que c'est les 3 que j'ai trouvé les plus impactantes, que ce soit, comme je disais, dans l'immédiat ou, des fois à moyen, long terme. Mais après, par exemple, j'entends très bien que pour les joueurs, bah, effectivement, le hand-checking, ce soit un changement assez énorme parce que pour le confort des joueurs, ne plus pouvoir poser la main nulle part, en fait, ça complique quand même énormément les choses. On sent plus, par exemple, quand on a la main sur la hanche du joueur, comment il s'oriente et donc comment il va se déplacer et donc forcément que c'est un très gros désavantage dans la défense de 1 contre 1, pour les joueurs. Toutes les règles qui visaient aussi à réduire les blessures. Le fait d'essayer, bah, voilà, d'éviter ce qui se passait à la fin des années 80, début des années 90 avec, les Jordan Rules, par exemple. C'est des gros changements, mais je trouve qu'ils ont moins d'impact, on va dire, sur, ce qu'est la NBA sur un cycle long, quoi. Effectivement, et ça permet juste de se rappeler qu'à l'inverse, par exemple, du football, où les règles sont finalement assez régulières, ou même de l'Europe, où les règles sont finalement assez régulières, en NBA, pour le coup, les règles bougent énormément, énormément. Peut-être que la dernière règle très structurante qu'on a eue, c'est la règle des rebonds offensifs et des 12 secondes derrière le rebond offensif qui, je pense, a quand même changé beaucoup de choses sur le jeu, pour le coup. Mais on va pas revenir dans l'hyper détail de toutes les autres règles, il y en aurait beaucoup trop. Et on va passer à la deuxième partie, qui alors est un bout, ma foi, compliqué, qui est ce que tu as mis derrière le terme de compétitivité et qui, tu me dis si je déroge à ta pensée, mais en fait veut attaquer le sujet de l'impression du «c'était mieux avant». C'est-à-dire, est-ce que cet élément-là a vraiment de la Ouais. valeur? Ouais, en fait, c'est à la base, c'était ça l'article que j'avais en tête à l'origine. C'est-à-dire, je m'étais dit: «Est-ce qu'on peut vraiment, considérer qu'il y a des époques qui sont plus compétitives que d'autres?» Dans ma tête, il y avait une réponse qui était «oui». Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, justement, dans les périodes qu'on considère comme les plus charnières dans l'histoire de la NBA, il y a certaines périodes où la NBA dilue le plus son talent. Et c'est un truc que j'avais en tête depuis des années, mais que j'avais jamais vraiment pris le temps de poser sur papier. Et donc, pour moi, en fait, si on se base sur une impression personnelle, je pense que le jeu de la nostalgie fait que très naturellement, en fait, on va considérer que le basket, c'est la période, en tout cas, ce à quoi doit ressembler le basket, c'est la période où on l'a découvert et où on est tombé amoureux de ce sport. Et donc effectivement, pour toi, par exemple, ce serait les années 2000, vu que tu es arrivé dans les années 2000 avec LeBron James, il me semble. Là où moi, ce serait plus, par exemple, mon point de référence, mon point de départ serait le début des années 2010. Et donc je sais que pour beaucoup de gens, effectivement, ça va les années 80, années 90 parce qu'ils ont découvert Magic et Bird, parce qu'ils ont découvert avec Michael Jordan. Et moi, j'ai voulu me poser la question de: «OK, mais factuellement, comment on peut évaluer ça?» Et pour moi, il y avait 2 éléments qui ressortaient. C'est un, il y a eu une période très longue où la NBA et donc qui était quand même le gratin du basketball, c'était une ligue américaine et uniquement américaine. Et puis il y a une internationalisation du jeu qui est provoquée notamment par la ligue NBA et par les joueurs de cette ligue et par les stars de cette ligue. Et il y a un deuxième point qui est, enfin, à un moment donné dans une ligue, quand tu rajoutes 7 ou 8 équipes pour le même nombre de joueurs, forcément la NBA elle est moins compétitive. Et un des éléments, moi, qui m'avait un petit peu agacé, c'est à l'époque où j'ai vu The Last Dance, où je me suis dit: «C'est marrant comme est monté le The Last Dance, mais quand même pour une série qui raconte la dernière année de Michael Jordan, on ne parle absolument pas des séries qu'il a jouées cette année-là». Et pour moi, une des raisons, c'est parce que beaucoup de séries sont assez inintéressantes et assez, inégales, quoi, en termes de talent. Et donc j'ai voulu voyager là-dessus. Je sais pas si tu as vu, peut-être même pour te rajouter un complément, une interview de Jaylen Brown cette semaine, qui disait de manière un peu provocante que les plus gros talents n'étaient pas en NBA. En fait, ce n'était pas en NBA qu'il y avait les plus gros talents, que tous les gros talents ne jouaient pas en NBA.
Oui. Forcément, le terme est un peu provoquant. Ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans le détail de son explication qui, je trouve, est pas non plus inintéressante. C'est qu'il dit que la ligue est devenue tellement une ligue d'assets qu'en fait, ce qui, fait que tu construis ton équipe beaucoup plus qu'avant en fonction des assets qu'en fonction de la qualité individuelle des joueurs. Tant et si bien qu'en gros, si je la fais très schématiquement, tu préféreras avoir un jeune joueur pas très bon plutôt qu'un joueur qui a 10 ans de NBA qui est confirmé. Parce que la ligue est tellement une ligue d'assets et de transfert de joueurs et de transfert d'assets que ça a plus de valeur, quand bien même le joueur à l'instant T n'est pas le joueur qui a le plus de valeur. Et je trouvais ça intéressant en fait, comme réflexion. Je sais pas trop quoi en faire, mais je trouvais ça intéressant Ouais. de voir comment c'est ressenti de l'intérieur. Disons que je pense que la vraie réponse, moi je pense que quand même le plus gros des talents, on va dire, au monde sont en NBA. Enfin, dire que c'est faux, c'est quand même être dans la provocation. Par contre, est-ce que les équipes sont au sommet de ce qu'elles pourraient être si elles étaient vraiment construites dans une idée de, on va dire, d'optimisation à très, très court terme? Probablement que non. Et ça, effectivement, une des principales raisons, c'est le CBA et c'est notre troisième partie, quoi. Qu'on verra après. Donc pour Ouais. le coup, ce que tu nous dis, c'est que sur la partie compétitivité, on part d'abord sur les 2 premiers éléments qui sont des éléments factuels. C'est l'évolution d'une premier élément qui vient plutôt dans le sens, pour le coup, hein, des gens qui vont dire que c'était mieux avant, c'est l'évolution du nombre des équipes. Est-ce que tu peux nous donner un peu les grands temps et juste ce qu'on doit comprendre autour de ça? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que, la NBA, de manière générale, elle n'accroît pas, le nombre d'équipes pour des raisons, on va dire, de pool de talents disponibles, hein. Elle l'agrandit par rapport à des raisons financières. Donc en fait, par exemple, moi, j'avais en tête que la NBA avait cru de manière croissante son nombre d'équipes, mais il y a eu des périodes où la ligue, au contraire, s'est concentrée et a réduit son nombre d'équipes, et est tombée même jusqu'à 9 équipes, par exemple. Et donc pour moi, là-dessus, il y a, un exemple qui me paraît intéressant, c'est que qui je trouve est un bon exemple de ma réflexion. C'est-à-dire qu'en 1946, quand, donc, ce qui s'appellera un jour la NBA, la BA est construite, il y a 11 équipes dans cette ligue. Et puis 3 ans plus tard, elle fait une fusion avec une autre équipe qui s'appelle la NBL et donc la ligue monte pendant un an à 17 équipes. Donc ce qu'on peut se dire à ce moment-là, c'est que, visiblement, la ligue, en fonction du niveau de la NBL, elle est ou aussi dense ou un peu moins ou un peu plus. C'est-à-dire que si les joueurs de NBL étaient meilleurs, la ligue a progressé. Si à l'inverse, ils étaient moins bons, la ligue a «régressé» entre guillemets. Mais un an plus tard, un an après ce changement, la ligue dissout la plupart des équipes qui sont arrivées plus une équipe BA et tombe à 10 équipes. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une draft de dispersion qui est mise en place où en gros les joueurs des 7 équipes qui ont été supprimées peuvent être récupérés par les 10 équipes qui vont rester. Uniquement, ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette période, la ligue était plus forte qu'un an plus tôt parce qu'elle a concentré ses talents de 17 équipes dans 10. C'est-à-dire que Mmh. les joueurs qui ne sont pas repris, c'est les joueurs qui n'avaient pas un «bon niveau» entre guillemets. Ouais, ouais. Direct là-dessus, est-ce que tu vois, voilà, l'idée Ah je ouais, non, pense mais qu'elle est c'est elle est assez claire. clair, en fait. Tu pars sur le principe que le niveau des joueurs est constant et donc moins tu as de joueurs dans la ligue, plus la ligue est forte vu on ne garde que le gratin. Et l'idée, c'est de dire que si le niveau est constant sur le niveau du basket mondial, mais que tu as plus de joueurs, le niveau moyen, pour le coup, descend. Exactement et en sachant qu'effectivement, le truc qui peut venir compenser, c'est ce qui arrivera plus tard, c'est l'internationalisation du jeu, mais par exemple alors, j'introduis un peu, mais on va dire jusqu'au milieu des années 90, il y a pas de joueurs étrangers. Et voilà, il y en a un ou 2 dans la ligue et c'est tout. Donc, à cette période-là, effectivement, on passe par une période où la ligue va se concentrer et puis après ça, à partir de 1966 jusqu'à 1974, par exemple, on va ajouter un grand nombre d'équipes au fur et à mesure des années et on va monter dans cette période-là à 22 équipes. Donc on va tomber jusqu'à 9 et puis on va monter à 22 et la raison pour laquelle on passe de 9 à 22, c'est pas parce que soudainement, il y a 3 fois plus quasiment de bons joueurs disponibles. C'est parce que financièrement, la ligue commence, on va dire, à trouver un business model qui fonctionne et que du coup, ça vaut le coup d'aller chercher des nouveaux marchés. Et Effectivement, donc, ouais. Ouais, pardon. par exemple, pour moi, de 1966 à 1974, on va diluer le talent. Et le seul truc qui va venir contrebalancer un petit peu ça, par exemple, c'est la fusion de 1976 entre la NBA et la ABA, où là, il y a 4 équipes qui sont 4 équipes de bon niveau qui vont débarquer et 2 équipes qui vont être supprimées, dont les joueurs vont être à nouveau, dispersés par une dispersion draft entre les équipes présentes. Donc par exemple, pour moi, c'est assez logique de dire que la période 60 milieu 60, milieu 70, il y a une baisse quand même globale du niveau de talent général des équipes. Alors, dans ce que tu décris sur, la façon dont je vais le faire, mettre un peu en lien avec ce que dit Jaylen Brown, il y a quand même un autre phénomène qu'on constate aussi. Après, on reviendra sur la montée du niveau global, des joueurs, mais
on constate aussi dernièrement, l'explosion des équipes très fortes et l'explosion des équipes très faibles. On va dire depuis la période du tanking, c'est quand même quelque chose dans laquelle la NBA est allée. On est passé d'une ligue où tout est fait pour la compétitivité, donc le but c'est de faire le mieux, où le but est devenu de faire les meilleurs projets possibles. Le but est de gagner à terme, et de gagner un titre. Parce que tu as des périodes aussi qui sont aussi marquées, tu vois? Si tu si moi je prends juste les 15 dernières années où, je pense qu'il peut y avoir un débat sur la montée du niveau moyen de la ligue. Tu vois? On voit notamment l'explosion des équipes à +10 de net rating qui viennent alimenter, l'idée de est-ce que tu sais combien il y avait d'équipes à +10 de net rating l'année dernière? Je crois que c'est 3 ou 4? Il y en avait une seule, mais il y en avait 2 autres qui étaient entre 9 et 10 pour le coup. Donc tu as une vraie montée pour le coup des équipes qui sont à +10 de net rating et à l'inverse, une montée des équipes qui sont très, très basses dans le net rating, qui pose aussi la question du niveau de compétitivité. Bah, on peut parler, par exemple, dans ces cas-là aussi, c'est qu'il y a, on va dire, les grands mouvements que moi je présente, mais il y a aussi les épiphénomènes. Par exemple, quand, on a une période où le tanking, on va dire, devient institutionnel et où les équipes ne se cachent plus pour le faire, donc par exemple, comme on a eu à un moment donné dans les années 2010 avec des équipes comme les Sixers qui ne voulaient pas un seul joueur dans l'effectif de niveau NBA. Forcément, les joueurs de niveau NBA, ils sont échangés dans des équipes qui sont prétendantes au titre et donc forcément, on fait augmenter dans certaines équipes le niveau de talent. Par contre, on crée une plus grande hétérogénéité entre les meilleures équipes et les moins bonnes. Et donc sur les joueurs européens, enfin européens d'ailleurs, je dis européens, mais c'est pas du tout européen, hein, c'est les joueurs internationaux parce que pour le coup, il y a pas du Ouais, tout eu que l'Europe. On a effectivement une ouverture vers quelque chose qu'on ne regardait pas avant et là, pour le coup, la NBA a connu quelque chose d'un peu particulier. C'est que c'est un sport qui a explosé à un moment donné dans le monde, notamment autour de 92 et après il faut le temps que ça diffuse, mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu sur la génération notamment d'avant les joueurs de maintenant, qui disaient à peu près tous qu'ils étaient des enfants de 92 en fait. Tu vois? La génération Nowitzki, Parker, Gasol exactement. et là, pour le coup, on a une nouvelle source de talent qui Ouais. émerge. Je me permets juste de finir, par exemple, sur les pour moi, pourquoi il y a des périodes qui sont, et notamment finir la démonstration, c'est que pour moi, pourquoi les années 90, il y a quand même un vrai sujet sur la compétitivité de cette période. C'est qu'en fait, entre 1980 et 1988, la NBA reste à 22 équipes et donc la NBA, elle est déjà dans une phase où effectivement elle gagne en popularité. Le truc, c'est qu'entre 1988 et 1995, autour du phénomène Jordan notamment, la NBA gagne tellement financièrement en essor qu'elle va augmenter de 22 à 29 équipes en 7 ans. Et donc tous les ans quasiment, enfin tous les ans d'ailleurs, on a une expansion draft où des équipes en fait vont perdre des morceaux de roster qui vont aller dans des équipes de très bas niveau qui sont en train de se construire. Et quand vous faites ça, non seulement effectivement à très court terme, vous réduisez un peu le talent des effectifs et vous créez des effectifs qui sont très en dessous. Il faut prendre en compte qu'à partir de maintenant, dans la draft, au lieu d'avoir par exemple 22 équipes comme en 1988, vous avez 29 équipes qui essayent de choper des joueurs. Et donc mécaniquement, vu qu'il faut quand même un certain temps pour que, on va dire, le nombre de joueurs, on va dire, de niveau NBA augmente, parce qu'une génération, ça se fait après sur 5-10 ans, en réalité, à très court terme, bah, vous diluez le niveau de la ligue. Et juste pour dire, la dernière expansion draft, c'est 2004 avec les Bobcats, où la NBA passe de 29 à 30 équipes. Mais dans tous les cas, effectivement, je pense qu'on peut se questionner sur certaines périodes qui sont considérées comme, le sommet de la NBA pour certains, qui en réalité ne le sont, peut-être pas, voilà. Tu dilues le niveau de la ligue, mais tu dilues notamment le niveau de la ligue, enfin tu diminues notamment l'apport de talent pour les top équipes, qui passent d'un moment où leur pic en fait est autour de 18 à 22, à d'un coup il devient entre 27 et 29. Donc du coup forcément tu diminues leur niveau de talent aussi du top, quoi. Mais par contre, par exemple, on peut aussi se dire que pour une équipe qui est finie au moment où cette période d'expansion de draft a lieu, du coup, ça crée aussi un avantage compétitif. Par exemple, admettons que, cet été, on ait ajouté, par exemple, 2, 3 ou 4 équipes en NBA soudainement. Le fait que le Thunder ait un roster qui soit fini et extrêmement profond, fait que ça assoit encore plus potentiellement leur domination pour les années à venir. Vu qu'il y a une dilution du nouveau niveau, enfin et des nouveaux apports. C'est ça. Effectivement. Il y a peut-être un dernier élément, sur alors peut-être tu voulais Ah partir bah, sur déjà, on peut le faire sur la l'ouverture? partie internationale, hein, mais, Ouais, ouais et bah, sur la partie internationale, je t'écoute, puis moi j'aurais un dernier élément, pour les ouais. Pour l'international, en fait, moi, là, pour le coup, c'est un élément qui est assez simple, et là, pour le coup, il a été tellement documenté que je vais rien apporter de nouveau, mais l'expansion de la NBA, elle se fait notamment en 1992 avec les JO de Barcelone et le fait que soudainement, Team USA qui avait toujours envoyé des petites équipes, décide d'envoyer le gratin de sa ligue et 1992, probablement que le plus grand moment des JO, c'est de voir Michael Jordan et Team USA avec, son panel de stars débarquer et ça va avoir un effet, comme tu disais, électrochoc où, tout d'un au début, il y a un côté, le reste du monde les regarde ébahis, mais derrière,
bah, on se rend compte que 8 ans après, par exemple, on commence à avoir un Team USA qui, au niveau international, peut être bousculé par des équipes parce qu'il y a une génération de joueurs, en fait, qui sont un peu les enfants de ces joueurs-là. Et juste pour donner quelques chiffres, hein, hem, en 1980, il y a 1,7 pour à peu près 22 équipes de joueurs non américains. En 97-98 pour, 29 équipes, on a, 7,6 de joueurs étrangers et par exemple, cette année, on bat un record de nombre de joueurs étrangers dans une ligue à 30 joueurs avec 133 joueurs non américains, ce qui représente 30 de la ligue et en plus, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que non seulement il y a des joueurs majeurs, mais ça fait 5-6 ans qu'on n'a pas vu un joueur américain gagner le MVP. Donc c'est pas juste des bons joueurs de rotation que le reste du monde envoie. On envoie les nouvelles superstars de la ligue et donc effectivement, ça change la densité de talent qui va être présente, en tout cas entre les années 2000 et probablement 2040, quoi. Alors malheureusement pour toi, Jérémy, le dernier MVP américain n'est pas si vieux vu que c'est Joel Embiid pour le coup et Il ce est n'était pas il y camerounais. a si longtemps, mais je sais que tu n'as pas envie de le compter. Non mais en plus, au moment où il est camerounais. Et au moment où il l'a, on sait pas trop, hein. Je crois que même lui sait pas Il trop. était presque français au moment où il Il a. était presque français à ce moment-là. Mais en tout cas, oui, non, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les 5 meilleurs joueurs de la NBA, on va dire des 4 dernières années, on fait si on lisse, sont des joueurs internationaux, donc en plus, dans les top joueurs, on est plutôt sur l'expansion des joueurs internationaux et qui, pour le coup, ne viennent pas qu'apporter des role players, donc que de renforcer le niveau moyen, mais pour le coup, viennent renforcer le top niveau. Ce qui est assez important. Peut-être qu'il y a un dernier élément qui me paraît important sur la compétitivité, c'est l'évolution globale de la compréhension du jeu. Je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a un élément qui est lié à la compétition elle-même. Moi, cette phrase je crois que c'est de mémoire, c'est une phrase de Confucius, «Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour». Je trouve que ça résume bien aussi ce qu'est à proprement parler la compétition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut tout le temps progresser, trouver des nouvelles idées parce qu'autour de vous, ça va progresser et que sinon vous reculez. Il y a aussi une évolution de la compréhension du jeu qui se fait à une ère qui est un peu particulière, qui est l'ère dans laquelle on est depuis 20-25 ans autour de internet et de la manipulation de la donnée. Je pense que la data a permis aussi de objectiver ce qui permet de les mathématiques et la data ont permis d'objectiver ce qui fait performer, ce qui ne fait pas performer et de se détacher un peu de l'impression visuelle. On est d'ailleurs peut-être parfois trop dedans et on manque, parfois on est un peu trop dans tout ce qu'on peut mesurer et on ne regarde peut-être plus assez ce qu'on ne peut pas mesurer. Il y a probablement un équilibre, mais globalement, ça a quand même plutôt conduit à une forme de progression. Je pense qu'il y a un deuxième élément qui est lié à l'explosion des modes de communication, qui ont quand même, ça va avec ce que tu dis sur les joueurs européens, mais largement fait progresser le scouting. Quand même se rendre compte qu'en 25 ans, les outils pour permettre de scouter ont explosé. C'est-à-dire qu'avant, il fallait juste venir en présentiel, il n'y avait pas de vidéo presque qu'on pouvait recevoir. Aujourd'hui, vous pouvez tout voir à n'importe quel endroit et vous pouvez même tout étudier avec de la data pour les joueurs qui vont rentrer. Je pense que la communication aussi a renforcé un point qui est important. Thomas Pénelier nous en avait parlé quand il était venu il y a 1 an et demi maintenant dans le podcast de Cubasket, où il disait en fait les coachs échangent énormément aujourd'hui. Coach NCAA, NBA et Euroleague, ils échangent énormément. Et ça, c'est aussi l'explosion des modes de communication qui a permis d'échanger l'idée, d'avoir des transferts et de ne plus être simplement dans 2 fois par an, je vais aller voir la conférence de Tartampion sur la Lune pour pouvoir essayer de comprendre comment en fait il a envie de éventuellement réfléchir à une défense de zone. Là, en fait, vous avez de la communication entre les coachs qui se fait très facilement et très rapidement. Et puis après, je reviens pas sur la science, sur les corps. Là, pour le coup, c'est encore, mais on voit quand même que on arrive à prolonger l'état de bonne santé. Bref, là, c'est très documenté, vous le savez, je reviens pas dans le détail. En fait, c'est ce qui est important, c'est de se dire qu'effectivement, si vous voulez faire le jeu de comparer des générations, faut prendre en compte que, les générations actuelles ont ces éléments en plus. Par contre, peut-être une nuance à apporter, c'est aussi que en fait, ils affrontent dans leur génération des gens qui ont tous accès à ces nouveaux moyens-là et qu'en fait, ça change pas réellement, on va dire, comment on doit percevoir en fait leur niveau de compétitivité par rapport aux gars de leur génération, mais plutôt par exemple se dire, quand tu donnes l'exemple de la santé, que aujourd'hui le prime des joueurs, par définition, a probablement beaucoup plus de chances d'être plus long que par le passé. Donc effectivement, c'est à mettre au crédit des anciens quand ils ont réussi à durer, que c'était quand même assez exceptionnel. Aujourd'hui, avoir des joueurs qui sont franchise players et qui portent une équipe à 35 ans, c'est pas déconnant. Là où, il y a 20-30 ans, c'était très rare, quoi. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien dans les comparaisons, moi, j'aime pas du tout le jeu des comparaisons intergénérationnelles, mais si on le fait, je trouve que l'élément le plus pertinent, c'est d'essayer de comparer les niveaux de domination.
qui me semble être, tu vois, les niveaux de domination sur leur propre génération, qui me semble être en fait le seul étalon qu'on peut essayer de regarder quoi, pour le coup. C'est ça et en fait, c'est un peu aussi toute la logique qu'il y a avec l'utilisation des statistiques avancées, c'est de se dire que, il faut toujours, regarder par exemple, quand on parle de domination, le niveau par rapport à la période et par rapport à la période globale parce que c'est logique qu'aujourd'hui les joueurs a priori puissent être plus dominants. Par exemple, on s'est mis à comprendre que plutôt que de parler de volume de scoring, il fallait parler d'efficacité. Et quand on a compris qu'il fallait parler de l'efficacité, tu peux pas juste dire: «Je vais comparer le niveau de true shooting dans une période comme on a vu, comme les années 90 où la pace est très basse, où les défenses sont quand même assez virulentes, à une période comme aujourd'hui où on a fait une révolution du spacing et où avoir par exemple 55 de true shooting a beaucoup moins de valeur qu'il y a 25 ou 30 ans». Ce qu'il faut voir, c'est le true shooting plus, c'est-à-dire l'efficacité par rapport à la moyenne et dans ce cas-là, que tu sois par exemple 12 au-dessus de la moyenne, que ce soit en 1960, en 1990 ou en 2025, ça a la même valeur. D'ailleurs, on pourrait presque se faire un petit jeu, tiens d'ailleurs on va le faire, à ton avis le plus haut true shooting plus de Kobe en carrière est à combien? Non, il est pas à 12, c'est beaucoup trop. 8? Il est à 7 pour Waouh, le coup. OK. Là où, le plus haut true shooting plus, par exemple, prenons de, Kevin Durant, je vais arrêter de prendre l'exemple de LeBron James à chaque fois Ouais, il parce doit que être à 20 et quelques, non? je comprends que ça gaffe tout le monde. À ton avis, il est à combien? Je sais pas, 22. Le plus haut true shooting plus de Kevin Durant en carrière, il est à 19 pour le coup. OK. C'est sa Ouais, c dernière saison à OKC. Je trouve que ça nous dit aussi, quelque chose sur la capacité parce que tu vois, je parlais de l'évolution des changements entre coachs. De la capacité qu'on a à mettre les joueurs dans de bonnes dispositions. On a aussi largement augmenté, l'accompagnement qu'on a sur les top joueurs par rapport à ce qu'on avait avant. ouais, après je Pardon, je sais me pas trompe si sur Kevin Durant, pardon, je me trompe sur Kevin Durant, c'est pas 19, c'est 21. Autant pour moi. OK. Ça 1, 2, 3, 4, 5, 6e saison. Non, mais tu vois, après, c'est là aussi où après il faut faire le jeu de comprendre les joueurs pour ce qu'ils étaient. Mais je pense que peut-être le plus grand défaut de la carrière de Kobe, c'est justement de ne pas faire assez confiance à ses coéquipiers et de shooter, peu importe, peu importe combien il y a de défenseurs qu'il y a dessus. Donc, par exemple, pour moi, le plus grand défaut qui retient un petit peu Kobe Bryant dans un classement all-time, si je m'amusais à le faire, c'est effectivement plus le côté mentalité que le côté skills. Et donc, ce côté où la passe est la quatrième option, quoi. Et pour autant, si on s'en retire à notre argument qui est de parler des dominations, si tu compares la domination de Kobe Bryant sur sa génération par rapport à celle de Kevin Durant, tu vas avoir du mal à mettre Kevin Durant devant. Pas forcément Oui, moins oui. équipé, et qu'il arrive au bout plus de fois quand même. Oui, 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 bien sûr. Après là encore, par exemple pour moi, il y en a 3. Je veux dire, c'est pas dans la même position, quoi. Bah, c'est sûr que Kevin Durant, les 2 titres qu'il a, ils sont dans une Ah non, mais position, non, mais qui est pas là, du ça y est, tout, tu as réussi à ramener le sujet sur ton su oui, non, mais sur ta hate personnelle, non, mais ce que je veux dire mais mais tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué de trouver aussi des, tu vois, des arguments qui sont bons, tu vois? Enfin, KD a pas les 2 titres, par exemple, de Kobe, avec Pau Gasol et Bynum et non, mais effectivement, tu as 3 bien titres sûr. de Kobe avec Shaq, mais bon, les 2 de KD que tu as, c'est avec, je refais pas le détail de l'équipe, quoi. Oui, non, mais ça, bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, après, l'idée, c'est de parler justement, il y a là, on donne l'exemple de l'efficacité, mais il y a quand même d'autres éléments dans le Ouais, jeu ouais. que juste, celle de Oui, bien sûr, scorer et de comment tu scores, quoi. bien sûr, mais je trouve qu'il y a quand même un truc autour de, avec on a largement développé les capacités qu'on a à accompagner les joueurs. Bien sûr. Par la compréhension du jeu et je pense que la compréhension du jeu est enfin les joueurs sont ce qu'ils sont aussi parce qu'ils sont dans des schémas tactiques en fait et pas simplement parce qu'ils sont, eux-mêmes forts ou moins forts par rapport à la moyenne. Et évidemment que c'est compliqué, par exemple, oui, de considérer que l'efficacité enfin, si on considérait que l'efficacité est le seul étalon, ce serait compliqué alors qu'on a compris en l'espace de 10 ans des choses sur le jeu qu'on a mis, justement peut-être 60 ans à comprendre, avant quoi, même plus, Tout à fait. 70 ans. Ouais, tout à Donc fait c'est logique. et d'ailleurs, probablement que les éléments que je citais sur la data et la communication sont des éléments qui font aussi que, les choses bougent beaucoup plus vite, Ouais, c'est ça. pour le coup. Et peut-être alors un article qui est intéressant, c'est un article qui est sorti cette année par Howard Beck. Sur The Ringer qui s'appelle «Are we sure NBA expansion is a good idea?» Et en fait, il essaye, d'évaluer justement quel est l'intérêt, ou pas d'ajouter une nouvelle équipe et une chose qu'il met en avant, c'est, comment le talent a évolué,
ces dernières années et est-ce que ça aurait du sens, par exemple, du coup, d'ajouter plusieurs équipes, soudainement, quoi? Et une des conclusions, par exemple, que je trouve moins intéressante sur le regard qu'on peut porter aussi sur, les superstars, celles qu'on a envie de comparer, c'est que lui, alors il prend une étude qui part, de 2001, jusqu'à 2025 où il se dit: «OK, je vais prendre, l'EPM». Donc l'EPM, c'est une stat avancée qui est développée par Duncan Freeze, qui est, pas accessible complètement gratuitement, donc vous pourrez pas tout regarder, mais qui dit en gros, bah, en fonction de l'EPM, je considère qu'il y a tant de joueurs par année de tiers 1, de tiers 2 et de tiers 3. Sachant que pour lui, tiers 1, c'est vraiment, le top, top superstar. Tiers 2, ça va être souvent des joueurs qui sont en dehors du top 10, tu vois? Un peu c'est par exemple des Ja Morant, des joueurs comme ça et puis le tiers 3 qui va être des joueurs, qui peuvent pas prétendre au statut de All-Star, mais qui sont des joueurs Alors, importants dans la rotation. Kevin Durant aux Rockets, par exemple, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui tend à prouver dans cette étude, c'est que finalement, le nombre de superstars par année sur, par exemple, le 25 ans n'a pas tant bougé que ça. Il y a des pics d'une saison à l'autre en fonction, tu vois, de la forme des Mmh. joueurs, des blessures et cetera. Mais, par exemple, on va en trouver 12 en 2006 et 14 en 2021, par exemple. Et Mmh. là, par exemple, l'année dernière, on aurait été selon cette stat-là à 8. Mais par contre, la part de joueurs dans le tiers 2 et tiers 3 a considérablement augmenté, et ça tous les ans à peu près, quand même de manière constante depuis le début des années 2000 et donc ce qui montre, c'est qu'en fait la densité de talent a augmenté, mais par contre, des équipes qui vont être portées par une superstar et qui pourront être vraiment des prétendants au titre, là le nombre ne va pas augmenter, donc on va créer beaucoup plus de franchises «d'entre deux» entre guillemets Mais ce selon qui sa logique. traduit d'ailleurs plutôt bien, nous, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est-à-dire Mmh, l'explosion des niveaux des role players. Et c'est on ça. constate pas forcément une explosion du niveau des superstars. Et ce qui va un peu dans le sens de dire finalement, en fait, des superstars, il y en a toujours eu et ça a toujours été des gens qui étaient dominants et peu importe dans la génération dans laquelle ils jouent, en fait, ils étaient tellement forts qu'ils seront forts. Donc il y a pas de se dire: «Est-ce que Michael Jordan, il aurait réussi à une période et pas une autre? Est-ce que LeBron aurait, qui a réussi entre les années 2000 et 2020, il aurait réussi dans les années 90?» Bien sûr qu'ils auraient réussi. Par contre, probablement qu'ils auraient été différents. Il y aurait été d'autres joueurs, effectivement. Dernier point qu'on voulait évoquer, c'était le CBA. Pour le coup, donc le CBA, pour rappel, hein, c'est le je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est l'accord collectif, en tout cas, qui régit notamment Le les Collective Bargaining Agreement. qui régit, la façon dont on peut construire notamment le salary cap et dont est construit le salary cap et l'ensemble des règles qui vont avec et qui crée du coup forcément des différences dans la construction des équipes. Et notamment, hein, le cas, alors je j'ai plus le détail de l'explication de ce cas, mais tu l'as peut-être. Le cas le plus connu qu'on a nous, c'est la fameuse année 2007. On est à un passage entre 2 CBA et qui a permis, de créer la super team des super teams et qu'on a essayé de plus refaire. Mais je te laisse expliquer un petit peu sur le CBA, quelles ont été les grandes tendances et qu'est-ce qu'on tu as pu constater dans tes recherches? Alors déjà, le truc intéressant, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que, la création du CBA, c'est le fruit, un peu de la lutte sociale de certains joueurs NBA, portés en partie et c'est d'ailleurs beaucoup par le visage d'Oscar Robertson qui va être, le grand, acteur de la construction du CBA, qui est co-dirigé, du coup en fait, ils ont co-dirigé Bob Cousy et lui, le NBPA, donc le National Basketball Player Association, donc une sorte de syndicat, hein, et obtenu en 1967 le premier accord collectif entre la NBA et le NBPA. Et avant ça, en fait, déjà, la première chose, c'est qu'il y avait, 1 an dans l'histoire de la NBA, un salary cap. C'est en 1947 et l'année d'après, il a été supprimé. Et il y aura pas de salary cap en NBA jusqu'en, 1900, alors je dis peut-être une bêtise parce que je trouve plus ma note, mais je crois que c'est 1976. Et donc par exemple, en fait, il y avait eu une problématique, c'est que, les joueurs ne pouvaient pas vraiment devenir agents libres, il y avait pas vraiment d'équité un peu sportive comme le salary cap, l'entendait. À savoir que, finalement, il y avait on régissait pas les contrats, on régissait pas quelle part, des gains de la NBA allait revenir aux joueurs, donc il y en avait une part beaucoup plus faible évidemment. Mais l'impact que ça a sur le jeu, c'est effectivement que, bah, ça dérègle complètement finalement ce que peut payer une équipe avec un gros marché versus une équipe, étant un petit marché. C'est-à-dire qu'effectivement, tu pouvais avoir des écarts de masse salariale très importants et pour le coup, tu vois, aujourd'hui, on parle encore de grand marché, petit marché, mais à cette époque, ça avait vraiment du sens. Effectivement. J'ai pris là aussi l'exemple de, on va dire, 3 moments ou 3 éléments, du CBA qui me paraissent intéressants. La première, c'est l'abolition en 1976 de la reserve clause. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est?
Non. OK, la reserve clause, en fait, c'était un contrat qui permettait à une franchise de lier à vie le joueur à la franchise. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle un joueur quitterait la franchise, c'est parce que la franchise voudrait s'en débarrasser. Par contre, un joueur ne pouvait pas devenir agent libre et quitter une équipe. Et donc, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais une des conséquences, c'est que vu qu'il y avait pas de mouvement réel hormis des échanges, une équipe dominante, tu pouvais pas Restée avoir des dominante. joueurs qui décident de partir pour la contrer. Et donc ça explique aussi pourquoi Bill Russell et ses Celtics étaient inamovibles. C'est parce qu'en fait, les joueurs n'avaient aucune liberté de se dire: «Cette équipe est trop forte, je vais rejoindre une équipe qui est meilleure pour essayer de les faire tomber». Les Celtics étaient presque intouchables quasiment à cause de ça, quoi. De toute façon, c'est globa et on peut ajouter que c'est globalement le cursus qu'on a vu avec le temps, c'est la prise en main des joueurs de leur avenir. Là où historiquement, la NBA a toujours été une ligue où c'est les enfin, c'est terrible à dire, hein, on est quand même un peu sur un héritage, pas très glorieux, mais où pour le coup, ça a toujours été les propriétaires qui avaient la main sur l'avenir des joueurs. Exactement et en fait, ça va être tellement problématique qu'en 1970, donc Oscar Robertson qui veut quitter Cincinnati depuis un bon moment est bloqué à Cincinnati parce qu'en fait, il n'arrive pas à forcer son transfert et donc pour arriver à forcer son transfert, en 1970, il lance un procès à la NBA, pour permettre en fait l'abolition, de la reserve clause et c'est ce procès qui va durer 6 ans, qui va retarder la fusion entre la NBA et les billets et qui fait que finalement quand le procès sera gagné par Oscar Robertson et permettra d'abolir, petit à petit cette réserve clause, bah, du coup, l'NBA et la ABA vont pouvoir enfin fusionner, et fonctionner, on va dire, d'un commun accord. Deuxième élément qui vient un peu 2e élément, alors tu m'as un peu grillé, mais j'allais te dire, pour toi, c'est quoi les 2 plus grosses équipes de l'histoire? Si tu devais dire: «Je dois faire affronter, par exemple, la meilleure équipe d'une période versus d'une autre», tu prendrais lesquelles? alors c'est très compliqué ça comme question, parce qu'en avoir que 2 Je à la pensais que ce fin serait évident. non, mais ben, si on est sur bah, si je reste sur enfin, moi j'ai envie de te dire que si je suis sur mes trucs de domination, je vais te dire les Bulls contre les Celtics, mais forcément il faut parler des Warriors. J'imagine que le but c'est Exactement. d'introduire les Warriors. En fait, c'est ça l'idée. Donc j'espérais que tu répondes, les Bulls de 96, je 91 à crois? 98, 91, 12, 13 et 16, 17, 18 et donc c'est 96 je pense que l'équipe que tu as en tête, C'est fait exactement, donc c'est 72. l'année du 72-10, donc il me semble que c'est 96, je vais aller 95-96, ouais, c'est ça. exactement. Pour moi, c'est les Warriors, donc post 73, 73-9, avec l'arrivée de Kevin Durant dans une équipe qui vient de faire 73-9 et en fait, je voulais te poser la question, c'est pour toi, quel est le point commun entre ces 2 équipes d'un point de vue CBA? 96, pour moi la l'élément un peu majeur, c'est l'arrivée de Toni Kukoc, si je dis pas de bêtises, mais Mmh. qui est peut-être même là un an avant, je sais plus. Donc il doit avoir un lien avec l'explosion du salary cap, Mmh. puisqu'ils rajoutent une star alors qui avec un prix de star, parce que notamment on se rappelle de la Bisbee, hein, avec Kukoc, non parce que c'est 92 la Bisbee avec Kukoc, je sais plus, j'ai un petit doute et les Warriors évidemment, c'est, l'arrivée de Kevin Durant, donc l'arrivée d'un top joueur j'imagine. Exactement. En fait, le point commun, c'est que, le CBA à partir de son intronisation dans les années 80, le salary cap, pardon, à partir de son intronisation dans les années, 80, est revalorisé tous les ans. En fait, tous les ans, la ligue, pratique soit une augmentation, soit très rarement une baisse, comme ça a été le cas en 2002 et 2009, ce que peuvent donner, ce que les équipes peuvent donner en salaire en fonction des revenus de la ligue. Et le point commun entre ces 2 équipes, c'est que les 2 plus grosses augmentations de l'histoire du salary cap proviennent l'été où ces 2 équipes vont se renforcer. C'est-à-dire d'un côté, il y a les Bulls de Jordan qui ont, récupéré Jordan qui est de retour. Oui, parce qu'en fait sur ce que je dis, c'est un peu bête ce que je dis, parce que Kukoc arrive avant. La grosse arrivée, C'est c'est Dennis l'arrivée de Michael Rodman. Jordan. C'est Oui, Dennis Rodman. oui, mais C'est-à-dire qu'en ouais fait, d'accord, OK. Jordan revient en course saison, donc c'est pas évident, donc forcément Oui, mais il que revient bon, peut-être pas avec ça va le pas même bien se passer. contrat, Mais par contre, ouais, le gros renfort, c'est, c'est Dennis ouais, oui, Rodman Dennis qui Rodman. débarque contre Will Perdu, quoi. Et c'est permis uniquement parce que, effectivement, d'un coup, les Bulls peuvent payer plus et c'est le point commun avec les Warriors, c'est que les Warriors, en fait, ont leur salary cap qui est globalement plein en 2016 et le cap alors dans le cas des Bulls, fait une augmentation de 44 et dans celui des Warriors de 35 et du coup, ça laisse juste la place si, ils ne prolongent pas Harrison Barnes pour aller chercher Kevin Durant sans perdre quoi que ce soit et en fait, c'est un peu les 2 points communs. C'est que, Dennis Rodman débarque même si, allez, il faut quand même le dire, l'arrivée de Kevin Durant est encore plus, scandaleuse, qu'il y a même pas d'échange nécessaire, elle est en brut. Est-ce que tu sais quel était le salaire de Michael Jordan dans sa saison de retour et le salaire qu'il a eu sur la saison 95-96?
Alors, la saison de retour, je crois que c'est un truc comme 2-3 millions et il passe à 33 millions, il me semble. Ouais, c'est ça. Il est à 3 Ouais, 000 000 et là 3 millions, il passe d'un coup à 30 millions. c'est ça et c'était, pendant très longtemps le plus gros salaire de l'histoire de la NBA. Hem et d'ailleurs, il y a plein, voilà, d'ajustements sur le CBA qui font que les manières de construire les effectifs ont changé d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des périodes où il y avait pas de contrat max et de contrat minimum et donc tu avais des superstars qui étaient, surpayés et puis à un moment donné, ils ont essayé aussi de rééquilibrer pour effectivement éviter que certains joueurs soient, des smicards comparés aux superstars, quoi. Ouais, il y a eu le même phénomène sur les rookies aussi qui négociaient leur contrat à une époque et c'est plus le cas maintenant. Exactement. Hem et Et donc donc ça pour dire que le salary cap, en fait, c'est quelque chose qui est hyper structurant et que, la gestion du salary cap par les équipes va complètement changer la manière de faire les choses et que quand la NBA se foire parce que pour moi, dans les 2 cas, en fait, c'est des erreurs qui ont été faites par la NBA, c'est de considérer qu'il y a une renégociation des droits télé et qu'en fait, ils vont appliquer ce changement directement, ce qui va permettre à des équipes qui sont déjà tout en haut de devenir quasiment inarrêtables. Et d'ailleurs, la dernière renégociation de droits télé est enfin gérée correctement par la NBA parce qu'ils vont étaler sur plusieurs saisons le surplus en fait, financier que la NBA va avoir pour éviter qu'il y ait à nouveau, par exemple, imaginons OKC, qui puisse d'un coup recruter, je sais pas, l'année prochaine Giannis Antetokounmpo sans perdre quoi que ce soit en retour, quoi. ou alors OK, c'est peut-être pas le meilleur des exemples parce qu'ils ont des contrats rookies forts, mais une équipe, Oui, bon, il va les payer à un moment donné donc ouais. Comme si Boston n'avait pas eu de blessure et que Boston avait pu rajouter encore un Exactement. joueur à l'effectif dingue, qu'ils avaient et autour du CBA, il y a aussi donc, tu l'as dit avec, Oscar Robertson, c'est une affaire de dialogue, Mmh. voire de confrontation entre les Si. proprios et les joueurs et globalement, il y a un mouvement quand même de fond qui s'opère, depuis, on va dire, une quinzaine d'années, quoi. C'est ça. En fait, on va dire qu'à partir des années 90, les stars commencent à avoir de plus en plus de pouvoir et en fait, une des grandes luttes effectivement qu'a incarné, Oscar Robertson, en tout cas vis-à-vis de la NBA, c'est le côté où, les joueurs doivent avoir la liberté en fait, de faire leurs choix et je pense qu'effectivement, il y a 2 joueurs récents qui incarnent, peut-être même l'opposé un peu extrême que sont LeBron James et Kevin Durant qui, changent d'équipe, quand même très régulièrement au cours de leur carrière et qui, cette fois, incarnent l'idée que c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir sur les franchises. Et là, on est sur un truc actuel, donc c'est plus de l'ordre du débat que du fait historique, mais pour moi, en tout cas, c'est un changement qui fait que ça explique aussi pourquoi il y aura moins de dynasties parce qu'en fait, à chaque fois qu'une équipe va être incontrable, probablement que des stars vont pouvoir bouger là où il faut être pour, «contrecarrer» entre guillemets ces dominations, quoi. Donc en synthèse des éléments qu'on s'est dit, 3 gros mouvements qui viennent transformer à chaque fois le jeu et les générations, les règles, la compétitivité qu'on a abordé et le CBA. Toi, globalement, tu sors de ce travail-là que tu as fait autour de l'évolution de jeu avec, quelle, synthèse ou quelle conclusion ou quel avis? Moi, mon ressenti, c'est un peu celui que j'exprimais il y a quelques minutes, c'est celui de dire que en fait, l'idée de penser que, il y a des superstars de certaines générations qui étaient vraiment plus fortes que celles d'autres générations, au fond, ça a assez peu de sens. Et donc penser qu'il y a des générations qui ont plus de valeur que d'autres, c'est un petit peu compliqué. Et ça fait justement un peu écho à l'idée, qu'on a toujours eue, je pense, hein, chez Cubasket, que de réfléchir par exemple, le palmarès collectif n'a pas de sens parce qu'il y a des périodes qui sont tellement plus favorables à l'idée de gagner plusieurs titres que d'autres. Qu'en réalité, tout ce type d'argument-là a encore moins de sens quand tu as fait, je trouve, ce travail de rétrospective. Bien sûr que l'accomplissement des Celtics de Russell de gagner 11 titres est impressionnant, mais faut être honnête, enfin, dans d'autres générations, ça aurait pas été possible. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, tu vois, c'est, sur notamment, tu vois, les auditeurs qui auraient écouté ce podcast, qui puissent nous dire ceux qui trouvent que, la NBA a baissé en niveau ou que le cœur des années 2010 parce que, par exemple, tu vois, moi, je pourrais entendre que certains, je sais que certaines personnes, donc tu as tous ceux qui pensent que le prime de la NBA, c'est les années 90, soit un peu plus, on va dire, entre guillemets, «les anciens». Il y a beaucoup de monde qui trouve que le cœur des années 2010 était un espèce de prime de compétitivité autour, de, tu vois, de Harden et d'Houston, autour des Warriors, autour des Cavs et j'aimerais bien, si ça vous intéresse, en commentaire, de nous dire un peu pourquoi vous avez cet avis-là ou à l'inverse, pourquoi vous trouvez que c'est maintenant que le jeu est le plus haut? Parce que je pense que ça peut venir aussi alimenter un petit peu la discussion. Est-ce que toi, quand tu regardes, justement, l'évolution du jeu, l'évolution de tout ce que tu as décrit, tu as l'impression qu'il y a une espèce de progression, non linéaire mais constante?
Et est-ce que tu as l'impression que, par exemple, en 2024-2025, bah, la NBA n'a jamais été aussi compétitive ou qu'à l'inverse, peut-être qu'effectivement, il y a, par exemple, ce cœur, de NBA autour des années, 2015-2016 où les mouvements étaient aussi un peu plus simples, où, pour le coup, sur le top niveau, il y avait plus de compétitivité. Tu vois, on en discutait, par exemple, hier avec Quentin, dans la discussion Q Basket, que Quentin, que vous connaissez bien et qui disait qu'avec le niveau CBA, une des particularités, c'est que les mouvements de joueurs sont devenus très compliqués. Ou je sais plus, c'était Paul ou Quentin qui me disait qu'en gros, tu es obligé de te déplumer pour rajouter un joueur et donc que la concentration de top joueurs dans les top équipes devient plus compliquée, par exemple. Mon ressenti, je pense qu'effectivement, c'est qu'à l'heure actuelle, le CBA fait que si tu veux avoir une équipe compétitive, il faut plutôt avoir une équipe très profonde qu'une équipe avec, beaucoup de superstars et que le prix à payer souvent fait que, tu réduis, la durée que tu vas pouvoir, acquérir on va dire du prime de ton équipe. Hem et donc, si tu réfléchis parce que souvent, en fait, quand on réfléchit a posteriori sur des périodes, on pense par les équipes qui nous ont marqués et donc le top de la ligue. Moi, par exemple, ce que je retiens des années, on va dire 2016, 2017, 2018, donc la période de domination avec les Cavs, les Warriors et les Rockets un petit peu, c'est qu'en fait, il y avait 3 équipes qui étaient tellement au-dessus du reste pendant 3 ans que c'était moi pour moi, je trouvais ça assez inintéressant et que je trouvais qu'il y avait un gap qui était tellement important que l'hétérogénéité était désagréable pour un fan, quoi. Alors que j'ai l'impression que là, quand tu arrives dans les playoffs de 2025, tu avais quand même un paquet d'équipes dont tu te disais: «Ça peut aller au bout» parce que l'homogénéité est plus forte. Donc si tu veux, par exemple, te dire est-ce qu'il y a une vraie équipe all-time là-dedans? Et si je la fais affronter une autre équipe d'une autre génération qui va gagner, peut-être qu'effectivement les équipes de l'année dernière avaient moins de chances de gagner. En tout cas en termes de, tu vois, de talent brut de leurs stars. Maintenant par contre, je trouve que la compétition au global est plus intéressante et que l'homogénéité fait qu'il y a 8-10 équipes qui peuvent y croire, quoi. Allez, peut-être pour terminer, on se fait un petit quiz, puisque le net rating est censé être parfois une valeur un peu, refuge, même si on comprend bien qu'avec les déséquilibres au sein même de la ligue, en fait, le net rating est très largement influencé par ça. Est-ce que tu es capable de me citer les 5 équipes qui ont eu le meilleur net rating de l'histoire? Bah, il y a forcément, les Warriors, je sais il faut que je te dise l'année? Ouais, l'année, ouais. Warriors, 2016? 2015-2016 ou 2016-2017? Ah Non, les Warriors 2015-2016, ils sont 10e. ouais. Bah, du coup, je tenterai celle d'après alors. Celle d'après, pour le coup, ils sont 4e à 11,6 de net rating, quand les Warriors 2015-2016 étaient à 10,7. Donc effectivement, tu as le premier, c'est le 4e, les Warriors 2016-2017. Alors dans ma tête, il y avait les Celtics, de 2023-2024, mais j'ai un doute maintenant. Effectivement, il y a bien les Celtics de 2023-2024 avec 11,6 de net rating. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'équipe en 2015-2016 qui a le meilleur net rating, ce n'est même pas les Warriors. Est-ce que tu as une idée de quelle équipe c'est? C'est les Spurs? Effectivement, c'est les Spurs qui sont 6e all-time. Et donc, tu as les Warriors et les Celtics. Il t'en reste donc Ouais. 3 à trouver. Bah, les Bulls de 96, hein, je dirais. Les Bulls de 95-96 avec 13,4 de net rating, c'est tout simplement les premiers. Pour le coup, il t'en manque 2. Est-ce qu'il y a, putain, par contre l'année, ça va être dur. J'imagine qu'il peut y avoir les Celtics de Bird, non? Non, pas les Non? Celtics de Bird. Non. OK, OK. Je peux peut-être te donner un petit indice. Il y a une équipe que Ouais. tu as plus ou moins déjà citée. Bah, c'est les Spurs, Non, une non? équipe des années 90 que tu as déjà citée et qui est déjà dans le top 5. Les Bulls viennent 2 fois, parce que les Bulls sont premiers 95-96 avec 13,4 de net rating, mais ils sont aussi Bah, oui, en 3e plus, en c'est logique. 96-97 C'est logique, mais je me disais: avec «C'est pas possible que ce 12 soit de les net Spurs» rating. OK. Et Et là, il y a un la dernière équipe, c'est donc on le va loin dans le deuxième temps, hein? qui te non, le deuxième, on va pas loin dans le temps, pour le coup. C'est une équipe, allez, comment je peux te le Houston? faire? Non, c'est une équipe championne. C'est une équipe championne et que j'ai pas déjà citée là, pour le C'est coup. une équipe championne que tu as pas déjà citée. Est-ce qu'on aurait pas le Heat? Non, pas le Heat. C'est une équipe championne qu'on n'a pas déjà citée, dans laquelle a déjà joué Kevin Durant. Putain, il a un trophée, hein. Bah, OK, c'est OKC 2024-2025, qui est la deuxième ouais, meilleure équipe all-time c'est vrai. Non, mais sur le ouais, net c'est vrai. rating avec 12,8. Donc les 5 Bah, premiers, tu vois, Bulls c'est là où le fait 95-96. Ouais. alors on verra où finira SGA, mais le fait qu'il y ait pas, tu vois, peut-être, une superstar qui soit considérée comme très, très haut dans l'histoire, du coup, je les ai omis, ouais. Et pour le coup, tu vois, quand tu prends le top 10, tu n'as que 2 équipes qui ont joué dans les 5-6 dernières années. C'est le Thunder 24-25 et les Celtics 23-24.
En revanche, tu as dans le top 10 quand même 1, 2, 3 attends, 1, 1, 2, 3, 4 équipes qui ont joué dans les 10 dernières années, pour le coup, Ouais. quand même. Mais tu vois, par exemple, le cas des Bulls et des Warriors, pour moi, ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire que, pour moi, les Warriors sont une forme d'anomalie où ils sont tellement au-dessus de la compétition qu'il y avait presque un côté, la compétition, elle en est gâchée, tu vois? Il y avait un peu un côté, bon, bah, on verra en finale s'il se passe quelque chose, mais jusque-là, c'est un peu dur. Et la saison 2016-2017, voilà, je crois qu'ils font 16-1 en play-off et c'est un peu cette idée-là. Le 16-1, Et ouais. puis tu as les Bulls de Jordan et pour moi, tu en viens à ce truc-là, c'est que, il y a eu tellement d'expansions successives de la NBA qu'une équipe de ce niveau-là qui est déjà en place et qui en plus peut se renforcer via le CBA, il y avait rien à faire, quoi. Ouais, tout à fait, mais tu peux aussi te dire que cette équipe-là, d'ailleurs, finalement, n'était peut-être pas la meilleure équipe de la ligue puisqu'ils sont pas champions et ils n'ont pas le meilleur net rating, mais par contre, ils ont le meilleur bilan, pour le coup, donc c'est un peu étonnant et ce qui rappelle aussi d'ailleurs l'exploit, hein, de OKC de mémoire qui sort les Spurs, avant d'affronter si je dis pas de bêtises, avant d'affronter, les Warriors et donc qui était quand même pas loin de sortir 2 Il équipes menait top 3-1, 10, ouais, il menait et ils 3-1. mènent 3-1 et qui est donc pas loin de sortir 2 équipes top 10 Comme ça, c'est l'année 2015-2016, hein. exactement. Mmh. Sur cette année où ils sont pas loin de C'est sortir l'année du 2 équipes 73-9, ouais. top 10 net rating, ouais. Pour le coup, à un match près, qui aurait été quand même une sacrée performance. Écoute, Jérém, je te propose qu'on conclue, sur ce podcast. Je pense qu'on a fait un bon tour. On est conscient que le podcast est un peu long, mais on espère quand même qu'il vous a intéressé. On est toujours curieux d'avoir vos retours. Déjà, il y a la question que je vous ai posée tout à l'heure, mais aussi d'avoir vos retours sur ce que vous pensez de ce type de podcast. Si le sujet qu'on peut savoir ne pas spécialement être sexy au début, mais qu'on a essayé d'aborder vraiment dans le détail pour qu'on ait des éléments un peu factuels pour le comprendre, vous aura aidé pour les discussions à la machine à café, même si là, il faut quand même prendre un sacré café pour que pour que les arguments puissent être avancés. Et on est curieux d'avoir votre avis. En tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!